Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Politiquement Incorrect, l'émission de polémique, de politique, de débat et de chronique de Radio Rec, la web radio du campus de Marne-la-Vallée de Meaux et de Val d'Europe, soit de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ce soir avec moi, comme très souvent le jeudi soir, j'ai le plaisir d'accueillir Marc et Nicolas. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Non, pas comme d'habitude parce que Marc nous a manqué quand même pendant 15 jours. C'est là. vrai qu'il t'a manqué particulièrement à toi. Tu lui as fait référence à son absence très souvent et donc on est très très content de le retrouver ce soir. En veste de serveur. Où Ça te plaît ça hein? Ah la vache. Et il a le bas d'un cow-boy. vous pouvez apercevoir Marc, toujours aussi classe, qui nous a fait quelques infidélités, mais que l'on retrouve avec grande joie. Oui, tout à fait. Et puis on va bientôt accueillir Maxime qui est bloqué sur la route et qui va arriver d'ici une dizaine de minutes. C'est ça. Et la on va neige. commencer sans lui parce que voilà, on a quelques impératifs, il faut respecter nos délais. Ce soir au programme, un large débat sur la route. Nous verrons demain l'apparition de ces nouveaux radars qui flashent à l'intérieur de voitures, des radars embarqués. Alors, la sécurité routière permet-elle tous les abus, on va dire, sévères, etc. C'est ce qu'on va voir dans ce débat assez large, qui verront s'opposer Marc, Nicolas et Maxime plus tard, mais en début d'émission. Maintenant, donc, je vais laisser la parole à Marc qui nous a préparé une chronique sur le dernier livre de Bernard Lugan, auteur que tu avais déjà présenté pour un ouvrage qui s'appelait Décoloniser l'Afrique, et qui aujourd'hui nous revient sur un nouvel ouvrage sur les mythes autour de l'histoire africaine. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve ce petit ouvrage ? Alors, est-ce que déjà c'est un gros ouvrage ? Parce que c'est vrai que la dernière fois c'était un ouvrage assez petit, écrit en gros caractères. Alors aujourd'hui, nouvelle arnaque de la part de l'éditeur. Non, ça fait bon, c'est vrai que ça fait 180 pages, c'est pas un gros bouquin. J'aurais voulu au départ faire une chronique sur l'histoire de l'Afrique du Sud de Lugan, mais comme on avait déjà parlé des ethnies, etc., je voulais pas non plus être redondant. Là, en plus, bon, la question de l'Afrique du Sud, on l'avait déjà un petit peu évoqué dans des chroniques que j'avais faites, notamment sur la question des ethnies. J'avais parlé du Mali, de l'Afrique du Sud, etc. Bon, j'aurais pu parler aussi des origines ethniques, etc. Mais là, non, c'est un bouquin qui est sorti, je crois, en février dernier, qui est vendu sur son site, sur son blog, qui est l'Afrique réelle, qui d'ailleurs une revue internet qui est très intéressante à lire. Donc évidemment il faut s'abonner avant de pouvoir lire cette revue, c'est payant, mais là en tout cas il a un ouvrage qui ne sort pas du tout dans le commerce, dans les Fnac, etc., puisqu'il est uniquement vendu sur son site. Voilà, il se plaindra pas du coup de pas y apparaître. Voilà, parce que notamment par des problèmes d'éditeur, parce qu'il voulait absolument avoir une certaine liberté, notamment avoir des cartes en couleur, mais bon voilà, donc petite précision. Le petit luxe. Voilà le petit luxe de Lugan, voilà. Écoutez, je vais vous parler justement de cet ouvrage est découpé en 12 points. Donc je vais pas tous les traiter, c'est surtout des questions. Donc le livre que Nicolas a l'habitude de montrer à la caméra, Nicolas, tu peux lui Il a déjà commencé à le montrer. Ah, il avait déjà le montré. Ça a l'air de se lire facilement, c'est écrit assez gros. Ouais, Enfin, c'est pas écrit très tout gros petit, non il y a plus, des mais cartes, mais non, c'est vraiment pédagogique et c'est vraiment très intéressant. Donc c'est en 12 points. C'est J'ai décidé, donc c'est 12 points, 12 questions que Lugan se pose. Donc la réponse est toujours non. À la question posée, mais je vais pas non plus, s'il y a des gens qui ont envie de le lire, et vraiment je le conseille. C'est vraiment pour prendre le contre-pied de certaines grandes idées. Voilà, pseudo-vérité. Alors après, c'est vrai qu'on pourra critiquer Lugan sur moi je disais toujours en histoire faute complémentaire, pas s'opposer, mais des fois il démontre par A plus B que les autres ont tort. Et sur certains points, ça peut amener à débat. Mais là, bon, je vais vous exposer ça, puis après on pourra en discuter. De toute façon, je pense que sur tous ces points, on a quelques notions tous pour pouvoir en parler. Donc, le premier point que j'aimerais évoquer, c'est nos ancêtres étaient-ils africains ? Donc, communément répandu dans l'histoire, disons, officielle, l'Afrique est vue comme le berceau de l'humanité. Lucie a été trouvée là-bas, ce célèbre squelette qu'on voit tous dans nos livres d'histoire quand on est allé au collège, je dirais même au lycée, si je m'avance pas trop loin, non ? Peut-être, alors au collège, c'est un petit peu loin pour moi.
Nicolas, non? Lucie, plutôt collège ou lycée, le squelette, on le voit plutôt. C'est 6ème. Sixième, ah bah voilà, donc bon, je me gourre. Donc collège, excusez-moi. Donc la conclusion actuelle, c'est en fait que donc tous les hommes viennent d'Afrique. Enfin, nos descendants sont africains. C'est voilà, l'hominisation de la planète s'est faite en Afrique, au départ de l'Afrique. Donc l'hominisation, juste pour préciser, c'est voilà le processus actuel qui a fait qu'on est parti entre guillemets d'un singe et qu'on est arrivé jusqu'à maintenant constitué ainsi. Donc évidemment les religieux, hein, étant donné que c'est Adam et Ève, vont me dire que c'est pas vrai, mais bon, je ne rentre pas en débat sur ce point. Alors l'hypothèse maintenant, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que l'hypothèse multicentriste prend de l'épaisseur dans la mesure où on s'est rendu compte qu'il y avait des poches de création de l'homme un petit peu partout. La sapianisation, je me sens entre guillemets, s'est fait au même moment, donc en Afrique, en Asie et en Europe. Et du coup, les représentants asiatiques et européens sont du genre homo et ne descendent pas forcément d'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de lien. On parlait souvent de la théorie de l'Out Africa ou de l'Ève africaine, où on serait tous partis d'Afrique, entre guillemets, puis hop, on allait se répandre en Asie et en Europe. Donc, selon Lugan, c'est faux, notamment puisqu'en septembre 2008, Ganlea maganica, je vais y arriver, un nouveau primate fossile a été trouvé en Birmanie. Hein, c'est le plus vieil ancêtre, comme nous le dit Lugan, aux hommes, hein, et aux singes. Et de tels spécimens ont été également trouvés en Thaïlande. Enfin, notons, pour aller plus largement dans la question, que les Australopithèques sont tout simplement les premiers Africains et non pas les premiers hommes. C'est justement ce point-là qui est très important, puisque d'autres hominidés ont été découverts dans le monde, vivant à la même période que ces derniers. Donc voilà, dans ce cas-là, Lucie, la célèbre Lucie, ne serait en vérité qu'une lointaine cousine de notre grand-mère, qui serait peut-être ce Galea maganica, je vais y arriver, je ne sais pas comment on le dit vraiment. Donc là, la théorie de l'Ève africaine ou de l'Out Africa sont pulvérisées et rangées dans les rayons des idéologies défuntes. Ah, bon, Ça au commence moins, bien. Le point, voilà, on prend le contrepoids, on fait le contrepoids à toutes les théories dominantes. Voilà, et Peut-être une réaction directement par rapport à ça, messieurs. Bon, Maxime vient d'arriver. Tu viens d'arriver, toi, t'es un peu secoué, mais peut-être. On est sur Bernard Lugan. Lugan, pardon. Nicolas, Voilà, peut-être hein. que toi, qui as pu entendre cette première partie. Non, je viens d'entendre qu'a priori, il y aurait donc des thèses qui seraient mises au rayon archives. Voilà. Mais la question que je pose toujours d'habitude, c'est Quelles quelle sont ces sources voilà, non mieux sans forcément rentrer dans les détails, mais est-ce qu'on peut apporter de la crédibilité à ce que dit Bah là, alors là, c'est même pas une ce question charmant politique, auteur. c'est-à-dire qu'on a trouvé un ancêtre en Birmanie qui serait encore plus vieux que cette célèbre Lucie ou que les Australopithèques. Et dans ce cas-là, c'est une recherche scientifique, c'est-à-dire que c'est la science qui le prouve. Alors, je sais qu'Hugo m'a précisé ça tout à l'heure, et c'est vrai que c'est intéressant. C'est beaucoup des thèses, ça vient beaucoup d'Asie, ces thèses, notamment la Chine. Le premier auteur, je crois, qui a sorti cette thèse qui a complètement pulvérisé cette thèse de l'Out Africa, était un Chinois. Mais notons que les chercheurs qui ont trouvé en Birmanie ce spécimen n'étaient pas chinois. Donc peut-être, voilà, essayer de nuancer. C'est aussi soutenu par Yves Coppens qui a découvert Lucie, donc il n'y Voilà. a pas seulement des Chinois. Voilà, mais donc là, je pense que scientifiquement, on a fait un bond en avant. Et sur cette question-là, je pense qu'on peut plus revenir en arrière maintenant. Et surtout, certainement qu'on fera d'autres découvertes plus tard et on se rendra compte finalement que cette théorie, même de Ganlea, enfin du spécimen trouvé en Birmanie, se retrouvera pulvérisée. Mais en tout cas, l'état de la science actuelle sur la question africaine, sur cette question-là, est totalement pulvérisé. Alors, peut-être précisons rapidement les deux théories, que bien les ancrer dans les têtes. Tu veux que je les répète ou tu veux les faire? Je vais les D'accord. faire parce que je les ai notés sur la fiche. Donc la première théorie, qui est celle de l'Out Africa, ce serait que l'Homo sapiens serait apparu en Afrique, puis se serait dispersé Dans des poches, oui. voilà, dans des différentes poches. Surtout en Asie, en Europe. Voilà, parce qu'il faut rappeler que l'homme, tout au long des siècles, va dans cette logique de dispersion. On va toujours où finalement il y a du gibier, etc. Ouais, c'est ça. Donc ça explique peut-être cela. Et puis la deuxième thèse, celle qui pulvériserait la première, donc celle qui est défendue par Bernard Lugan, serait celle que en fait ce serait l'Homo erectus qui se serait dispersé, non pas l'Homo sapiens, et du coup qu'on aurait pu trouver des espèces sapiens ailleurs comme en Birmanie. Exact. Voilà. Premier point. Premier point terminé, passons au deuxième.
Deuxième round. Deuxième round. Voilà, à qui Bernard Lugan fracasse-t-il le crâne cette fois-ci? C'est la question de la traite négrière. Voilà. Du moins la grande thèse qui dit que la traite négrière serait une invention diabolique de l'Europe. Encore une fois, c'est faux. Alors, évidemment, tous mes points vont être dits, ça va être faux. Alors, à juste titre, moi j'avais plusieurs fois lu dans Fernand Braudel, donc, qui est un très grand historien, notamment auteur de Civilisation matérielle, économie et capitaliste. Donc c'est des espèces de gros pavés qui sont, j'avoue, au bout d'un moment, c'est complètement indigeste. Voilà, voyait qu'il disait, cet auteur, que la traite négrière ne fut pas une invention diabolique de l'Europe, puisqu'il y a eu des traites antérieures à la traite transatlantique. C'est la plus commune, celle qui a débuté aux alentours du XVIe siècle, qui va se terminer au XIXe siècle. Donc l'Afrique subsaharienne a connu 3 traites, que vous connaissez très certainement. Donc la traite interne ou traite interafricaine, qui a duré 14 millions d'années. On a eu ensuite la traite arabo-musulmane, qui a concerné 17 millions de personnes, qui a débuté au 7e siècle, et elle prit fin avec la colonisation. Et la dernière, la plus commune, la plus répandue, c'est la traite transatlantique, 11 millions de personnes concernées, qui commença aux alentours du 16e et se termina au 19e siècle. Les Européens étaient cependant soumis à la gérance interne des esclaves par les autorités africaines. Donc c'est ça ce point qui est important. C'est que rappelons que les États africains esclavagistes, ils n'étaient pas tous esclavagistes, ont connu une prospérité remarquable avec la vente de leurs frères noirs aux Européens. On sait de plus que ce n'est pas ce commerce qui est à l'origine de la révolution industrielle. Souvent, c'est dit que la colonisation et cette traite négrière a expliqué la révolution industrielle. Et en fait, c'est totalement faux, puisque la traite, justement, ne représentait qu'une petite partie du commerce maritime atlantique, et aussi puisqu'elle n'était pas rentable. Ses profits étaient de l'ordre de 3%, avec un retour annuel sur investissement de 2%. Donc vous voyez que la marge est assez... C'était rentable quand même. Oui, mais les chiffres très peu rentables. Donc c'est pas ça qui a pu expliquer ce boom, notamment en Grande-Bretagne, milieu du 18e siècle, et plus tard dans d'autres pays comme la France. Même si, précisons, là c'est juste une précision qui sort du livre, il faut plus parler dans le cas hors de la Grande-Bretagne d'industrialisation, comme le dit Braudel, puisque c'est quelque chose qui s'est fait sur le temps long en France par exemple, que la Grande-Bretagne c'est vraiment une révolution, parce que d'un seul coup c'est venu et c'était sur un temps vraiment court. Donc ça c'est une petite précision. Donc vous voyez qu'au final, comme je le rappelais, les 3 traites sont les 2 traites précédentes à la traite transatlantique ont concerné beaucoup moins de personnes. Et d'ailleurs, j'ai donné les chiffres. Traite interafricaine, 14 millions de concernés. Traite arabo-musulmane, 17 millions de concernés. Traite atlantique, 11 millions concernés. À cela, il faut rajouter aussi que la traite arabo-musulmane prit la forme, comme quelques auteurs l'ont dit, et notamment une vidéo que Maxime avait cité, qui était la coupe de la repentance déborde, voilà, de Lugan. Et il y a un auteur, j'ai oublié son nom, et qui a sorti un livre là-dessus, qui parle carrément, dans le cas arabo-musulman, de génocide, c'est-à-dire qu'on a voulu totalement exterminer une certaine population vis-à-vis de soit son ethnie, ou soit sa nationalité, ou etc. Donc c'est vraiment, là, on parle vraiment de génocide, et on ne peut pas vraiment parler de génocide, même si ce fut terrible pour la condition des esclaves, de dire cela. Et haute précision, l'île de Gao ne fut pas l'étape, enfin l'île de Gao, c'est comme ça, non, de Gorée, de Gorée, pardon, ouais. Gao, je sais pas pourquoi j'avais l'Afrique en tête, mais de Gorée ne fut pas cette étape esclavagiste, c'est ce que rappelle Lugan. On voyait Hollande qui s'était recueilli sur cette île, etc. Et au final, l'histoire, maintenant, même si c'est un petit peu controversé, montre que ce n'était pas une grosse étape, puisque cette île, la construction de cette île et de son commerce était postérieure à la traite transatlantique. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Donc n'oubliez pas que finalement la traite atlantique, même si elle est terrible, elle a conseillé beaucoup moins de personnes que les traites qui étaient antérieures et qui ont été beaucoup plus dures pour les populations concernées. Si je ne m'abuse, il s'appuie sur les travaux d'Olivier Pétré-Grenillot. Voilà, exact. Mais il a l'air de prendre quand même les chiffres les plus hauts, parce que si ma mémoire est bonne, la traite arabo-musulmane, il l'estime entre 14 et 17 millions. Ouais. Olivier Pétré. Donc oui, là, Lugan prend quand même le seuil. Oui, non, mais il met 14 à 17 millions. Il dit qu'on est généralement plus proche des 17 millions parce que les 14 millions, il n'y avait pas tous les recensements qui étaient faits. Il dit que du coup, on dit 14 millions parce qu'on est sûr, un point de vue d'archives, qu'ils y sont. Mais évidemment, le commerce, ça pouvait être vendu en groupe, par exemple, et il ne marquait qu'une seule personne. C'est pour ça que
Bon, peut-être pas, ça explique peut-être pas les 3 millions de différence, mais on est peut-être plus proche des 15, 16 que du 14 en tout cas. D'accord. Messieurs, une petite réaction par rapport à cette partie Je viens de feuilleter un petit peu l'ouvrage. Moi, l'impression que j'ai au premier abord, maintenant je l'ai pas lu. sur c'est- tout l'ouvrage là, tu veux... Non, mais sur ce que disait Marc, et c'est ce qui m'a donné envie de le feuilleter, c'est qu'on annonce des choses, mais j'ai l'impression que c'est un peu simpliste finalement, et qu'on balance des choses, ne serait-ce, pour aller à l'encontre de ce qui est dit d'habitude, quoi. C'est l'impression que j'ai. Alors après, je connais pas du tout l'auteur, donc c'est un peu embêtant. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on veut juste déconstruire le discours officiel. Donc pour ça, on va dire, ah ben vous voyez là, il y a une petite subtilité. Donc vous voyez, il y a une petite subtilité. Donc on ne nous dit pas tout. Bon, c'est un petit peu l'impression que j'ai. Maxime, toi qui es plus défenseur de Lugan que de Bah, notre Nicolas. Je sais pas. Maintenant, je dis pas que tout ce qu'il dit est faux. Hein. Je dis que c'est l'impression que j'ai. Je suis pas expert de Lugan, j'ai lu un de ses livres et regardé quelques-unes de ses interviews, enfin de ses interventions vidéo, quoi. Justement, là en l'occurrence, la Coupe de la Repentance déborde, où il fait son boulot d'historien, il donne des sources, il donne des chiffres. Et à chaque fois, moi, ça me ramène à la question, c'est comment tirer le vrai du faux dans tout ça, parce qu'on a finalement plusieurs thèses face à nous. On les explique l'histoire d'une manière puis d'une autre. Et dans les deux cas, il y a des sources, il y a des chiffres, et les chiffres parfois s'opposent. Et finalement, nous, on est assez démunis. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et là, en l'occurrence, il s'en prend quand même à un truc assez important qui est justement l'île de Gorée. C'est vraiment un haut lieu de pèlerinage pour la communauté noire par rapport à l'esclavage, où justement on dit que c'est une plaque tournante. Bon. Et lui, il dit non, c'était pas la traite atlantique, ça arrivait après. Il y a un côté un peu Forisson, quoi, genre je conteste l'existence des chambres à gaz, mais version... Bon, et là, c'est marrant d'ailleurs de voir le deux poids, deux mesures qu'il peut y avoir. J'ai pas beaucoup entendu les associations, l'ICRA... comment ça s'appelle, le MRAP, tout ça, enfin toutes ces associations communautaires qui sont toujours promptes à taper sur les uns et les autres lorsqu'ils tiennent des discours un peu, justement des discours différents. Là, on en parle assez peu, quoi, mais il s'en prend quand même un truc assez important. Bon, faut quand même rappeler que là, son livre est auto-édité, donc il y a une faible audience. Donc ça peut expliquer peut-être cela. Ouais, mais même sans... Enfin, justement, où c'est peut-être... Je sais pas. Non, je suis pas sûr que... À mon avis, il pourrait être invité sur des plateaux télé, il l'est pas, enfin... Il a été avec Ménard. Oui, voilà, mais Ménard, comme il a pu recevoir aussi Dieudonné, comme il a pu recevoir... Enfin, voilà, Ménard fait partie de ces quelques journalistes qui invitent encore des personnes, disons, un peu sulfureuses, quoi. Comme un peu Tadi, voilà. Alors, Tadi, l'occasion de signaler quand même qu'il a été changé de chaîne et d'horaire, parce que maintenant c'est le vendredi soir sur France 2. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo Juste sur petite Facebook précision. là-dessus. Là. Et voilà, On le voit, c'est Patrick Cohen, un journaliste qui a un long parcours chez RTL, je sais plus, il est passé par pas mal de sur stations. France Inter. Ouais, voilà. Et moi, j'ai mis cette vidéo sur le site pour bien montrer la tentative de censure, mais par l'intimidation, puisque la loi, en fait, elle est encore du côté de la liberté d'expression. On a le droit, effectivement, d'inviter qui on veut, tant qu'il n'y ait pas d'incitation à la haine ou de diffamation, ce genre de choses. C'est bien ce que rappelle Tadi dans la vidéo. Voilà, il s'est bien défendu face à quelqu'un qui essaye justement de contourner la loi, quand même de faire taire les gens qu'il a pu inviter, en jouant le côté oui, mais ce sont des complotistes. Enfin, on sort toujours des termes comme ça qui veulent trop rien dire au final, mais qui ont au moins ce mérite de clore le débat direct. C'est, ah ouais, complotiste, non, on voit ce que c'est. Non, c'est... Bon, on va peut-être maintenant enchaîner sur la troisième partie de ta chronique. On a parlé d'esclavage, enchaînement logique sur la colonisation, et la question est donc, la colonisation est-elle de droite et l'anticolonialisme de gauche? Alors, idée communément répandue. Et là, en plus, j'ai fait exprès. Parce que je me suis dit que Maxime était là. Je me suis dit, comme il aime bien cette question de révolution, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le socialisme, quoi. C'est voir aujourd'hui, dans l'échiquier politique actuel, quand on dit voilà, tel parti est raciste, tel au contraire représente l'antiracisme, et de voir en fait que c'est pas si simple que ça, quoi. C'est ça qui est intéressant. Surtout que là, en plus, c'est un point quand même très sulfureux. Aujourd'hui, la colonisation, c'est la droite, et l'anti-colonisation, c'est la gauche. Ce qui, pour l'instant,
est vrai, mais au départ, qu'est-ce qu'on sait? Que dans les années 80, la colonisation fut en vérité 1880. 1880, précise. autant pour moi. La colonisation fut en fait le vecteur des idéaux de 89. On insiste. 1789. Oh là là, j'ai dit Bah quoi oui. encore 1900 Non, Pas t'as rien. dit 89. De Donc en fait, 789. Voilà, Bon. précise bien. Bon. Bah non. Lesquels, bon, on insistait sur le devoir de la France dite républicaine à guider les peuples cadets non parvenus véritablement à l'éclairage dit des Lumières. Je mets ça entre guillemets parce que je sais que Maxime et les Lumières, ça fait deux. Ah bah c'est c'est Marion Sigaud. Ouais, non, je Enfin bon, sais. on Juste, relancera laisse-le le truc. finir. Ouais. Alors, rappelons quand même, j'ai une citation qui pique. Franchement, quand je l'ai lu, ça m'a... Ouh là là, je me suis dit... C'est bon. pas Jaurès ou Jules Ferry, donc tu vas Ah nous non, lire là j'ai Victor Ah, Hugo. D'accord. Oui, voilà. Ouais. Victor Hugo, Mm. elle est pas mal. Hein. Jules Ferry, j'ai après. Ok. Alors, cette Afrique farouche n'a que deux aspects. Peuplée, c'est la barbarie. Déserte, c'est la sauvagerie. Au 19e siècle, le blanc a fait du noir un homme. Au 20e siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Entre guillemets, applaudissements, puisque c'est lors... c'est en 1879, lorsqu'il résumait la pensée coloniale de gauche lors d'un congrès. Et allez peuple, emparez-vous de cette terre. Et deuxième citation qui pique encore plus quand même, quelle terre que cette Afrique? L'Asie a son histoire, l'Amérique a son histoire, l'Australie elle-même a son histoire, l'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique est obscure, sans trop de rayons. Elle est couverte de ce qu'on pourrait appeler les ténèbres du soleil. Alors là je vous... Ça, là, c'est Si je puis me puissant, permettre, ça, c'est pas une nouveauté de Lugan. Je veux dire, ça fait longtemps que si on fait des recherches sur la colonisation, on Non. sait très bien que ces gens-là ont dit ces choses-là. Ah bah, C'est pas On une sait nouveauté. très bien, On non, sait c'est très pas, bien. ça fait Non, pas mais partie c'est des pas choses que... révolutionnaire, hein, là, c'est du pas- tout, pas du tout. Mais Pour je coup, le c'est rappelle. pas- Oui, Juste non, que mais- si Nicolas, évidemment, Juste, connaissait ces on va citations... laisser Non, Marc- mais alors à ce On moment-là... va laisser enfin, Marc ouais. finir la chronique et puis on réagira Ouais. après pour qu'il y ait une certaine cohérence et que Mais les auditeurs comprennent donc bien juste l'ensemble. alors, dans cette mesure, la gauche voit la colonisation comme un racisme philanthropique, car ses partisans quand même établissaient une hiérarchie entre les races, hein, véritablement, et les civilisations. A contrario, à cette époque, la droite était anticoloniale. Rappelons la citation du duc de Broglie qui disait que les colonies affaiblissaient les patries qui les fondent. Bien loin de la fortifier, elles lui soutirent son rang et ses forces. Fin de la citation. Alors, la chose était identique chez Paul Déroulède, qui disait que les colonies ne pouvaient offrir une compensation à la perte d'Alsace et de la Lorraine. Voilà pourquoi il déclara à Jules Ferry qu'il avait perdu 2 sœurs et qu'on lui offrait seulement 20 domestiques. J'ai adoré cette citation quand même. Elle Mais était Lee, t'as pas Ferry et Jaurès là, Si, vraiment si, les... si, Ah ouais, j'ai ouais, après, ceux-là c'est... j'ai après. Ce n'est que plus tard, vers... Ah non, j'en ai Parce que qu'il y a plus- quand même eu, il y a plein d'écoles, Jules Ferry, Jean Jaurès et Hollande au moment de son investiture. Je crois l'une des premières choses qu'il a faites, c'était, je sais plus à qui il a rendu, c'était l'un des deux, non À Jules Ferry. Voilà, Ferry, ouais. Et bah il a eu un tollé finalement. Mm. Ah ouais, non mais c'était... Ah lui, c'est- j'ai les citations, je l'ai pas pris parce que Jules Ferry, c'était peut-être un peu plus connu, on en avait parlé justement avec les médias, mais Victor Hugo, ça me plaisait quand même. Je lui disais, tiens, Ah, quand même. Victor Hugo, ouais. Ça me plaisait plus. Donc c'est que plus tard, donc en 1890, que la droite va rejoindre l'unanimisme de ce mouvement sous pression de l'humanitaire et du religieux. Souvenons-nous des missions catholiques dont j'ai déjà parlé, pourtant farouchement opposées aux idéaux de 89, c'est le paradoxe, qu'elle combattait de façon véritablement virulente. Toutefois, la gauche voulait coloniser et la droite convertir. C'est bien 2 distinctions à faire en 1890. La droite rallie le mouvement, même si elle sait que ça va totalement affaiblir le pays, enfin, selon les thèses de droite. Elle et le sait, mais elle y va quand même. elle le sait, non, mais pour convertir. Et la gauche, elle, y va pour humaniser, pour véhiculer les idées de 89. Civilisé. Voilà, civiliser, voilà, c'est bien ça. Alors, notons quand même que pour terminer, que les membres de droite qui s'opposaient à l'unanimisme de la colonisation étaient considérés comme des traîtres. Alors, beaucoup de gens de droite se sont ralliés et ceux qui ne le voulaient pas étaient considérés vraiment comme des traîtres, quoi. Ils étaient vitupérés, tiens, un petit mot, j'aime bien le glisser celui-là. Vient ensuite la question de l'égalité des droits politiques dans les colonies. La gauche, en 1946, je vais préciser, lorsque l'Assemblée nationale organisait des débats sur l'Union française, déclarait sous l'égide d'Édouard Herriot « Si nous donnions l'égalité des droits aux peuples coloniaux, nous serions la colonie de nos colonies ». J'aime bien, j'ai des citations qui piquent un peu comme ça. C'est à partir de ce moment que l'idée de la colonisation fut balayée. Elle fut reprise par la droite lors du combat pour la continuité de l'Algérie française, sous l'idée d'une intégration-assimilation. Jacques Soustel l'incarnait péremptoirement. Donc vous voyez, on a eu quand même des clivages. 1890, on rejoint, mais la droite la rejoint pour du religieux. Et au final, après, lors du combat pour l'Algérie de 54 à 62, enfin la guerre d'Algérie, du coup, le combat pour l'indépendance, c'est la droite qui l'a repris justement pour garder, parce que l'Algérie était française, comme tu me l'as rappelé Hugo, puisqu'il y avait c'était 4 départements ou 3 départements. 3 départements. Donc vous voyez, la gauche, les idéaux de 89, défendus par la gauche à cette époque, ont véhiculé la colonisation et elles sont reprises depuis l'Algérie, surtout par la droite.
Alors, Maxime, maintenant, tu peux réagir. Non, Vas-y. mais c'était ça qui m'amusait, c'est d'entendre systématiquement aujourd'hui. euh, Enfin, c'est très imprégné quoi, dans l'idéologie dominante, qu'on a d'un côté le socialisme, les gens de gauche, un peu les gentils, justement l'antiracisme, SOS Racisme, tu sais, qui est vraiment la succursale quoi, du Parti socialiste. Et de l'autre côté, la droite, voire l'extrême droite, les racistes et tout. Et en fait, à la lumière de toutes ces citations, quand tu remontes un peu à la genèse justement de tous les discours faits par rapport à la colonisation, tu te rends compte qu'au contraire, t'avais des gens qui se réclamaient de gauche des droits de l'homme, parce que l'idéologie des Lumières et tout, et qui en fait tenaient des discours, mais d'un racisme profond, et en plus d'un racisme qui se voulait civilisateur, quoi. Tu sais, genre, on est porteur de civilisation, donc hiérarchisation des peuples, mais aussi genre, on est investi d'une mission d'aller apporter, souvent en plus, avec violence, là, le progrès quoi, à ces populations autochtones, mais sans jamais voilà, leur donner les droits fondamentaux qui nous sont chers. Nicolas, tu as griffonné un peu sur ta feuille. Ouais, bah oui, pardon. Parce que là, on est en train de comparer des discours contemporains avec des discours d'il y a un siècle, en parlant de la gauche et de la droite, alors qu'on parle pas enfin, on nomme pas les personnes de l'époque. Je veux dire, voilà, bah si on a parlé des Lumières, mais je veux dire, on n'a pas parlé de qui étaient les gens de droite. Excuse-moi, j'ai pas plus de voix, je peux pas augmenter le son. On t'entend bien. Non, mais c'est Hugo qui me fait des signes. Ah. Et donc voilà, donc du coup, enfin, c'est le seul petit reproche, c'est que vraiment là, on est en train de parler de la gauche et de la droite comme si c'était les mêmes. D'une part. Oui, mais Hollande rend bien hommage mais tout à à Jules fait, Ferry. hommage Donc il se réclame de ce Bien personnage. sûr, bien sûr. Enfin, non, attention, il rend hommage à une partie de ce qu'il a dit et pas à l'homme en entier. C'était Et sur quand bien l'école. même, Précisément, il c'était rend vrai. pas hommage sur tous les points de ce que l'homme a dit. Et effectivement, enfin, ce qui m'a fait marrer, c'est le côté SOS racisme VS la gauche de l'époque. Je veux dire, SOS racisme se dit effectivement de gauche, mais de toute façon, je lutte contre le système gauche-droite. Enfin, dans les mots, ça veut rien dire. On prend tous des positions qui sont différentes. On a une association, pardon, SOS Racisme, qui en l'occurrence a un combat précis, et c'est dit dans le mot, Oui, mais dans il le faut, nom. faut quand même la relier Et- directement avec le Parti Socialiste. Si- Tous les Nicolas, parrains, c'est des trucs Nicolas, du si PS. Si tu le veux, Bah, si tu sinon, le c'est pas veux. si je le veux. Mais- Julien Drey, Harlem mais Désir. même le faut- Parti socialiste, enfin voilà, quand je parle de gauche et de droite, c'est ça qui m'embête un petit peu. Et effectivement, on était à une autre époque. Les personnes en vogue à l'époque, c'était des personnes qu'on dira de gauche, mais qui ne seraient pas de gauche aujourd'hui dans le monde actuel. Parce que je rappelle que la révolution de 1789, c'est pas de la gauche ouvrière actuelle, hein, ça n'a rien à voir. Et donc voilà. Oui. Donc c'est ça que je voulais faire. C'est le parallèle avec le passé qui me fait un peu sourire. Alors, Donc voilà. on va passer directement à la quatrième partie parce que D'accord. quand Qui là même est plus proche d'actuel. Alors, d'actuellement, je crois. la quatrième partie de ta chronique concerne la fin de la décolonisation, finalement, l'événement du 17 octobre 1961, lorsqu'on a mis des Algériens qui manifestaient dans la Seine. Voilà, il y a toujours une plaque commémorative d'ailleurs qui dit ici on a envoyé les Algériens dans la Seine en 61. Donc là, encore une fois, alors l'événement a eu lieu. Alors on a eu peur d'une manipulation voilà, du nationalisme, enfin des Algériens qui se battaient pour l'indépendance en métropole. Et du coup, le couvre-feu était imposé, je crois, de 20h30 à 5h30, je crois. Et pendant cette période, évidemment, les Algériens qui luttaient pour l'indépendance n'ont pas été d'accord, ce qu'on peut totalement comprendre. Et du coup, donc à l'époque, c'est Maurice Papon, préfet de Paris, etc. Donc un beau monsieur, un beau monsieur. Donc là, c'est plus un combat des chiffres. Un combat des chiffres puisque le FLN annonçait pour 400 morts, je crois, FLN, quand même. le Front de Libération Nationale Voilà. algérien, Le donc qui mouvement luttait indépendant. pour l'indépendance de l'Algérie. Et Un des mouvements. un des mouvements, il y avait le mouvement pour le MNA, je crois, aussi. C'était quoi, mouvement nationaliste algérien, je crois. Je crois que c'est ça. C'est ça. Donc mais je pense que le plus important, c'était quand même le FLN, il me Voilà. semble. Donc oui, donc il y a ça qui s'est passé. Du coup, les mesures ont été prises. Coup de sang de la part des Algériens. Ils sont partis dans la rue manifester, bravant le couvre-feu. Et du coup, les policiers sont arrivés. Alors on annonçait des centaines de morts. Le FLN, 400 morts algériens, 2300 blessés, une trentaine de disparus, je crois. La police qui disait
plus d'une dizaine, peut-être une trentaine, enfin non, ça se comptait en dizaines, etc. Donc on n'a pas vraiment eu d'histoire officielle jusqu'à temps 98 quand Papon est décédé. Non, qu'est-ce qui se passe en 98 déjà? Il y a eu le procès, je crois. 99 Ouais, le procès. 98, t'es pas sûr? C'est pas 98? Bon, bref, on s'en fiche. Donc là, il faut rétablir aussi le truc. On a dit qu'on a noyé les Algériens, on a fait ci, on a fait ça. Alors là, rétablissons aussi une vérité. Alors là, en fait, on va se questionner sur les chiffres. Puisque cette idéologie repose évidemment sur des chiffres. Alors, ce mythe fut amené par un tract des FLN en date du 31 octobre 61, qui fut ensuite repris, vous souvenez-vous, par le Parti communiste à l'époque qui se battait pour ça. Alors, voici comment nous sommes désormais certains que ces massacres n'ont pas eu lieu. Alors, en 98, Lionel Jospin, alors Premier ministre de la Cohabitation, constitua une commission pour faire état de cette question, encore floue. Les conclusions sont sans appel. Les chiffres sont bien élevés. On ne sait pas encore le nombre exact, mais en tout cas, ça serait moins de 10 personnes. On ne savait pas encore. En 99, Jean-Paul Brunet, qui est un historien spécialiste des archives de l'Institut médico-légal de Paris à cette époque, sort un livre qui démonte totalement les chiffres officiels communément répandus, notamment ceux du FLN qui était totalement exubérant, mais bon, ça c'est comme la manifestation, 300 000, puis millions selon les manifestants. Il ressortit un livre d'ailleurs en 2003 et il annonce plusieurs choses. Le premier, c'est que le rapport de police faisant état des morts n'a jamais existé. Donc là, premier problème. La majorité des décès remontent à des dates antérieures à cette manifestation. On parlait alors des Noirs africains. Des Nord-Africains, pardon. Donc pour moi, c'est les NA qu'on appelait, on englobait tout ça là-dedans. Alors, des cadavres non identifiés ont été additionnés au nombre de disparus et à celui des Algériens transférés administrativement en Algérie après qu'ils eurent été arrêtés. Des individus ont été comptés plusieurs fois. Donc, on changeait le nom et ils étaient comptés plusieurs fois. L'Institut médico-légal de Paris, de l'époque, n'a enregistré aucune entrée de corps de Nord-Africains dans son antre, on va dire comme ça, 10 jours avant ou 10 jours après son entrée, après la manifestation. Et dernier point, la plupart des corps enregistrés à l'Institut médico-légal sont postérieurs et étaient victimes du FLN. Dire que il y avait des flics qui sont, par exemple, qui ont été tués aussi, il y a eu des morts, et apparemment, il y a eu 3 personnes dont on ne sait pas exactement si elles sont mortes de ça ou pas. C'est 3 Nord-Africains. Alors, ils seraient morts avant la manifestation ou après, mais en tout cas, pas dans ces trucs-là. Alors, la question, c'est de savoir... Là, c'est une question épineuse. C'est-à-dire qu'on sait que les chiffres sont manipulés. Brunet, lui, parle de 15 personnes. Lugan parle de 3 personnes qui ont été tuées, des Nord-Africains. La question, c'est de savoir, évidemment, si on n'a pas caché des corps, etc. Donc là, la question reste ouverte et j'invite justement... Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, je ne vais pas faire tout le livre non plus, se renseigner sur cette question, donc Jean-Paul Brunet, ou alors une petite vulgarisation faite par Lugan là-dedans. Mais en tout cas, aussi le rapport qui a été publié en 98. Oui, aussi le rapport qui a été publié en 98, voilà. Donc cette question est quand même assez large, mais on sait qu'aujourd'hui, grâce à un travail d'historien, que les morts sont imaginaires, en tout cas dans le sens des dizaines de morts ou des centaines de morts, c'est n'importe quoi. Messieurs, une petite réaction à vif? Non, j'étais au courant de cette histoire-là, mais là, il l'a détaillé. Enfin, j'avais pas été à ce point-là dans le détail. Mais ça prouve bien que c'est important, justement, de laisser les historiens faire leur travail. Et que le révisionnisme, en fait, est une composante même du boulot d'historien, comme on a souvent dit ici. Et il y a des lois qui empêchent, justement, certains historiens à faire leur boulot sur certains événements en plus. Pourquoi ceux-là et pas d'autres? C'est ça qui est... C'est que là, il n'y avait pas vraiment, avant 98, de version officielle. Non, il n'y avait pas vraiment de version officielle. Voilà. On était resté sur, justement, ce rapport de police, mais qui n'a jamais existé. Donc on était entre les partis, entre le FLN et, au contraire, ceux qui étaient, l'OAS, par exemple, qui défendait l'Algérie française. Etc. On était vraiment entre ces deux chiffres-là. En tout cas, certes, il y a sûrement les Algériens qui ont été jetés à la Seine, mais ils n'en sont certainement pas morts. Ou alors on les a pas retrouvés. Ou alors on les a pas retrouvés et ils sont encore dans la Seine aujourd'hui. Peut-être pas, par exemple, au niveau du même lieu, institut médico-légal. Ça peut, oui. Voilà, il y a plein d'hypothèses qui sont encore à vérifier. Voilà, donc en tout cas cette question, c'est beaucoup plus épineux. Donc là, je donne pas d'avis. En tout cas, on peut pas avoir d'avis tranché là-dessus. On peut pas dire on les a tués, c'est horrible, il y en a des dizaines, c'est pas possible. Non. On rappelle en tout cas que selon le travail d'historien, c'est beaucoup moins que ça et voire peut-être même pas. Ouais, c'est l'impression quand même que ça a été un épisode assez violent toutefois. C'est sûr, ça c'est sûr. Voilà. Concluons cette chronique sur une terre très très chère à Bernard Lugan, le Rwanda, et la question qu'il pose, question polémique s'il en est, la France serait-elle complice,
du génocide au Rwanda. Voilà. Alors, dernière question. Alors, je vais pas la détailler. Justement, je vais laisser un peu le suspense. Je vais vous dire, en gros, la réponse du Lugan. Je vous invite après à le lire. Si vraiment il y a des questions, je peux revenir dessus. Et puis bon, là, je vais pas prendre trop de temps non plus. Voilà, après, n'hésitez pas à nous Voilà, interroger je sur les pourrais réseaux préciser sociaux. si jamais il y a besoin. Voilà, vous envoyez une question, je vous répondrai. J'ai tout lu de toute façon. Et j'ai lu aussi un ouvrage que je recommande. Ça s'appelle Rwanda, l'Église, le génocide. Je sais plus comment ça s'appelle. Le génocide. C'est un ouvrage de Lugan qui s'appelle Rwanda, le génocide, l'Église et la démocratie. Voilà. Excellent ouvrage qui est beaucoup plus gros et je le recommande pour. J'avais fait une chronique là-dessus déjà sur l'histoire de la démocratie au Rwanda. Voilà, si vous voulez vraiment avoir une grosse explication, c'est dans ce livre-là. Je l'ai terminé en 2 jours tellement il est bien. Voilà. Donc la France aurait formé des milices génocidaires, sachant qu'un génocide se préparait. C'est la thèse officielle, soutenant le régime d'Abiyarimana. Rimana, c'est ça. Alors est-ce vrai ? Alors, tout d'abord, Mitterrand n'a pas soutenu inconditionnellement ce régime, mais exerçait des pressions fortes sur ce dernier pour imposer le multipartisme au Rwanda, ce que ce dernier fit le 10 juin 1991. Toutes les milices armées par la France, il n'y a pas eu d'envoi d'argent pour former des milices. Mitterrand s'est toujours tenu hors de ça. Et il faut rappeler aussi quelque chose, et là, donc, comme le disait Stephen Smith, qui est un, je sais plus, un géographe ou pas, je sais plus exactement, qui disait qu'on a formé des milices pour former le génocide, pour faire ce génocide, etc. Bah, c'est pulvérisé, puisque des archives sont démontrées maintenant que Mitterrand, alors après, ça peut être la théorie du complot, on ne sait pas, ça peut être dans le deux sens, ça se trouve, il y a eu des fonds qui ont été envoyés, des armées formées, mais en tout cas, dans tout ce qu'on sait, l'histoire, ce n'est pas le cas. Et comme l'était Mitterrand, c'était quelqu'un qui connaissait très bien l'Afrique, quand même, qui avait passé beaucoup de temps là-bas. Toutes ces archives qui ont maintenant qui ont été dévoilées montrent qu'aucun signe de renforcement de l'armée pour soutenir le génocide a eu lieu. Et tous ces points sont développés, beaucoup avec les dates, etc. Je ne vais pas vous faire tout le truc. Je prends un peu trop de temps, voilà. Mais c'était juste pour vous dire que, en tout cas, la France n'a pas participé, selon Lugan. Et moi, je soutiens un petit peu. J'avais quelques doutes quand j'avais lu Stephen Smith, j'étais pas bien sûr. Je pense que moi, je serais partant de cette thèse de dire que non, la France n'a pas formé ce génocide en formant les Hutus. Donc voilà, la question reste là. Voilà, pas de complot quoi. Enfin, voilà, j'invite vraiment, je voulais laisser un suspense. Si jamais vous voulez que je la développe, je la développerai. Je vous ferai une petite précision si vous voulez. Vous avez des questions. Mais voilà, là déjà c'est sociaux. quelques points et ça a déjà été assez long. T'as retrouvé ta voix, Nicolas ? Oui. Un petit commentaire pour conclure cette chronique. Justement, je regardais le chapitre du Rwanda. Bon, il se trouve que comme pour les autres chapitres, l'avantage du livre, c'est qu'il a l'air hyper simple à lire. Je veux dire, franchement, là, faut pas se prendre la tête, c'est pas compliqué. Cependant, ce sont des petits paragraphes et ce qui m'étonne de la part de Marc, c'est de dire, je le connais pas encore une fois, donc c'est pas un avis d'expert que je donne là, mais c'est strictement quand on le feuillette, on se dit mais comment est-ce qu'on peut dire que ce monsieur dit que, pour moi c'est pas détaillé. Il annonce des choses, il dit voilà, on a montré, mais point, je veux dire, il n'y a pas... Il a déjà démontré dans d'autres ouvrages, Ah oui, d'accord, parce que c'est un ouvrage de synthèse. C'est un ouvrage de synthèse. D'accord. Tout ça a déjà été dit par Lugan. Parce que effectivement, si en on gros, lit que, il réchauffe un peu. Ouais. Oui, parce que si on lit que cet ouvrage, je suis désolé, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas eu de... Moi, je connais pas du tout l'histoire du génocide au Rwanda. On peut pas dire qu'il n'y a pas eu de génocide ou qu'il y en a eu un. Il y en a eu un. Ça. Bien sûr, oui, il y en a eu un. Je veux dire que la France y ait participé ou voilà, pas. Parce qu'on disait souvent que lire en lisant ça, c'est sûr. Quand les Hutus se sont fait dégager par les Tutsis, ils sont allés en République démocratique du Congo s'armer, puis pour revenir dans les régions du Kivu, du Zaïre, etc. Ils sont revenus et la France avait des bases. C'est vrai, la France avait des bases militaires au Congo, mais pas dans ces régions-là. Donc c'était vraiment une question africaine et la France n'aurait pas participé là-dedans. Il faut développer le Rwanda, l'Église, le génocide et la démocratie, ça en parle. Voilà, si vous voulez vraiment, si c'est demandé, je vous le fais la chronique. Voilà, là on n'a plus trop le temps, donc on va passer au débat parce qu'il est temps d'y aller sur la route. Voilà. Débat sur la sécurité routière. Les nouveaux radars apparaissent demain. Maxime, t'as pas fait d'excès de vitesse pour venir Si, sans doute. Sans doute. On espère pour toi que tu t'es pas fait. Si, avec ça en plus d'ailleurs. T'as téléphoné au volant. Bah oui, pour te répondre. Voilà. Il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Ne suivez pas l'exemple de Maxime ou faites-le discrètement. Alors, jusque-là, tout ira bien. Alors, messieurs, la vitesse
en voiture, la clope au volant, le téléphone, etc. Ces nouveaux radars qui apparaissent, toute cette polémique qui monte, sommes-nous les vaches à lait de l'État? C'est la grande question qui se pose derrière finalement, question qui est posée par beaucoup d'associations d'automobilistes. On va essayer d'y répondre sans faire non plus un débat de bistrot, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est le risque sur ces sujets. Nous serons tout à fait sérieux ce soir. Alors commençons par le commencement, par l'actualité finalement. Ces nouveaux radars embarqués qui apparaissent sur les routes demain. Messieurs, peut-être une précision, Nicolas, si tu veux nous les présenter un peu. Pardon, j'ai pas... Les Ces radars, nouveaux les radars. radars. Tu perds les la nouveaux, voix, oui, tu perds pardon, l'intention excuse-moi. aussi. Non, mais parce qu'on avait dit que tu le faisais, mais très bien. Mais je te sens frais alors. Alors Oui. je vais... Alors en fait, non, c'est bon, je peux y aller. Donc en fait, non, il va y avoir des nouveaux radars qui effectivement seront camouflés dans des voitures banalisées. C'est-à-dire que là, on est au maximum. On le sait, il y avait déjà des radars dans des voitures et on ne voyait pas forcément qu'il y avait le radar. C'était des grosses voitures avec marqué gendarmerie dessus. Donc bon, on était encore loin du camouflage. Là maintenant, effectivement, ce qui va être mis en place, ce sont des radars qui seront mis. Donc il y aura l'antenne derrière la plaque d'immatriculation, il y aura l'appareil à un endroit qu'on verra pas, etc. Donc vraiment on ne verra rien, tu auras juste 2 personnes dans une voiture qui ont un ordinateur portable allumé pour contrôler, et voilà. Donc ça C'est en c'est uniforme, donc normalement. en uniforme, oui, obligatoirement. Ouais. voilà. Donc voilà, mais bon, on voit pas forcément l'uniforme. Des fois, on voit pas les voitures de flics arriver, donc l'uniforme, on le voit pas forcément non plus. Mais voilà. Je précise avant de commencer le débat que, a priori, ces radars, contrairement aux radars automatiques qu'on trouve sur les routes, donc si j'ai bien compris, les radars automatiques ont en dessous de 100 km/h, ils vous flashent 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée parce que c'est une marge technique d'erreur. Et au-dessus de 100 km/h, c'est 5% de la vitesse autorisée. Pour ces nouveaux radars qui sont donc embarqués et donc pour lesquels il y a une fiabilité moins importante malgré le fait qu'on avance au niveau technologique, il y aura 10 km/h en dessous de km/h. Donc ça veut dire que si on est à 61 km/h, on sera donc flashé et la vitesse sera rapportée comme si on était à 51 km/h au niveau de l'amende. L'amende correspondra à un excès de vitesse de 51 km/h. Et au-dessus de 100 km/h, ce sera 10%. Donc le même principe, c'est-à-dire qu'à partir de grosso modo 102 km/h pour une vitesse limitée à 90 km/h, vous pouvez être flashé, et notamment ça correspond donc à une vitesse ramenée à 91 km/h pour l'amende que vous recevrez. Alors, Donc vous serez interpellé, je me souviens plus si vous êtes interpellé ou si non, on c'est est envoyé. flashé. Alors Voilà. C'est envoyé des flashs directement au infrarouges centre, voilà. que tu ne vois pas, et donc après tu reçois ta jolie lettre recommandée qui te dit que Voilà. Pas Par un recommandé, système- pas recommandé. non. Ça leur coûterait trop de fric. Et par Tu un reçois ta système jolie lettre. souvent purement informatique qui a de gros bugs, et on parlera évidemment pas, enfin je crois que c'est pas prévu ce soir d'en parler, mais en rappelant évidemment que l'usurpation des plaques d'immatriculation est en constante augmentation, et donc aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se baladent avec vos plaques, et notamment depuis les nouvelles plaques Alors, d'immatriculation. messieurs, ce nouveau système, plus évolué ou plus répressif, ou les deux? Bah, Marc. les deux. Ma marque, ouais, oui, bon, on peut dire les deux, mais bon, évidemment, en tant qu'on est tous automobilistes ici, donc on va tous crier au scandale, c'est vrai. Mais moi, ce qui Pas me dérange. forcément. Ah ouais, il y en a qui trouvent ça normal. Oui, bon, bah alors j'en fais pas oui, partie. c'est la J'en fais sécurité pas partie. routière. Il y a Non, moi, forcément de morts. ce qui me dérange, bon, il y en a qui roulent à 180 km/h, des folles dingues, et évidemment, c'est des. Pourquoi des folles dingues? Bah, c'est des fous. Ça peut être des fous dingues. J'ai envie de dire ça. Non, bon, voilà, la question c'est qu'évidemment ils jouent avec leur vie, et bon, le problème d'une voiture, c'est surtout que bon, ça peut concerner beaucoup plus de personnes que soi-même, puisqu'on peut taper dans une voiture et faire que ça fasse un carambolage, etc. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est plutôt l'idée d'industrialisation, je sais pas comment on peut dire, mais ça flash à la minute, il faut ramener de l'argent, quoi. 9 PV à la minute, ça va faire ces trucs-là. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange, c'est que les mesures sont pas faites pour les grosses infractions. C'est-à-dire que, au motif que depuis 1960-70, on roulait à des vitesses 180, on a voulu mettre des règles en place. Ce qui est bien en somme, je veux dire, il faut rouler à cette vitesse. Mais les petits gens qui vont être flashés, comme disait Nicolas, à 1 km/h au-dessus, etc., c'est pas eux Oui, qui causent le plus plus. la marge d'erreur. Oui, plus la marge d'erreur, mais c'est pas parce que tu vas rouler à 100 au lieu de 90 que tu vas être un danger public non plus s'il y a personne sur la route. Moi je me pose cette question-là, c'est que on va au motif du plus grand nombre d'accidents qui sont causés à 90% par la vitesse,
hein, non, pas 80, non, autant pour moi, par l'alcool, 30%. etc. 30% la vitesse. 70 pour l'alcool, etc. Je sais plus comment. Oui, c'est quoi les J'ai pas eu chiffres? ces chiffres. Bref, en tout cas, ce qui cause le plus d'accidents, c'est la vitesse, on est d'accord. C'est l'alcool au volant et le téléphone, je crois. C'est les trois principaux qui ressortent. Là, on est en train de rouler, on va être à 10 km/h au-dessus, on va se faire flasher 9 PV à la minute, ça fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas les grosses infractions qui font que, du coup, l'État se révolte et dit, ah, faut absolument renforcer tout ça. C'est-à-dire que là, non, on va flasher des petits gens qui roulent des fois. Là, quand tu regardes pas ton compteur, faut être franc. Quand tu regardes pas ton compteur, bah, tu regardes, ah bah mince, j'ai passé de 10 et puis tu peux te faire flasher directement comme ça. Moi, voilà, c'est vraiment faire du fric pour faire du fric parce que c'est souvent des petites infractions qui sont touchées et les gros malades de la route qui roulent à des vitesses folles. Hein, j'ai quelques potes qui roulent là, et ben ils se font jamais flasher. Et moi, ça me dérange parce que là, c'est même plus pour la vie des automobilistes. C'est-à-dire qu'on va pas dire non, voilà, non. Ça va faire encore plus de fric parce qu'on en a besoin. Et moi, ça qui me dérange dans ce truc-là, c'est que c'est toujours les petits gens qui prennent pour les gros. Et moi, ça m'énerve. Nicolas, t'as pas l'air d'accord. Oui, comme d'habitude, je serai plus nuancé que Marc en disant. Ah, tiens, j'ai perdu mon. En disant que là, ce qui m'a fait marrer, c'est on n'a pas regardé le compteur, mince. C'est vrai, Nico. Il faut du temps pour aller à 10 km/h au-dessus. Ça veut dire que t'es pas Non. concentré en voiture. Non, Premier Nico. élément. Bien. Bah si, je suis désolé. Non mais attends, t'as Alors. 3 choses à regarder en voiture. Hein. C'est tes rétros, devant toi, tes rétros, le compteur. On est retourné à l'auto-école, voilà. c'est bon, contrôle. Non, mais voilà. Et en plus, ça se trouve, je dis des bêtises, il y a peut-être. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être concentré un minimum. Je veux dire, bon, surtout sur l'autoroute. Moi, je ça suis va plus très vite. concentré à regarder la route que mon compteur. Excuse-moi, Nico. Oui, mais tu peux jeter des petits regards à ton compteur. Oui, mais Surtout ça, que normalement, regarde. au bout d'un moment, tu sais à peu près à combien tu te situes et t'as pas besoin de. Voilà. Donc, t'es censé être. Ça, c'était ma première remarque. La deuxième, là où j'étais, alors que je sais plus si j'étais d'accord ou pas. Voilà, donc effectivement, la liberté de tout chacun s'arrête là où celle des autres s'arrête. Et Marc l'introduit. Commence. Non, commence. Commence, autant pour moi. Et là, Marc, Joli lapsus. j'étais en train de réfléchir à savoir en même temps si j'étais d'accord ou pas. Et c'est ce que Marc avait dit en introduction, grosso modo, en disant qu'effectivement, mine de rien, vous tuez en bagnole, c'est de votre faute, mais vous tuez le camarade d'à côté, c'est aussi de votre faute, mais vous avez provoqué. Et vous lui avez rien demandé. Voilà, c'est ça. Il ne vous a rien demandé plutôt. Non, ce que je voulais venir, par contre. On parlait on introduisait le débat des radars en parlant de vitesse. Il y a aussi autre chose que moi je trouve honteux, c'est ces zones 30 qu'on veut mettre là. On veut mettre des zones 30 dans toutes les villes, enfin non plus dans les centres-villes, là où c'est presque piéton, etc., où il y a beaucoup de gens, mais vraiment dans toute la ville. Vous imaginez, là, je trouve que sous couvert de lobbies, et malheureusement c'est triste, hein, mais de familles qui ont perdu des Lobby gens... de quoi? Des lobbies de protection, voilà, de de ces- sécurité routière. Et c'est ce que j'allais dire, c'est effectivement de toutes ces familles qui ont connu généralement des drames, et c'est vrai, mais sous prétexte de ça, et comme le disait Marc, de l'inconscience de certains, eh bien, on pénalise tout le monde d'une part, on rend la sécurité routière, mais je sais même plus comment l'appeler, c'est la défense routière, c'est même plus la sécurité routière à un moment. Je sais pas s'il y a une hiérarchie entre ces deux mots, défense et sécurité, mais au bout d'un moment, on commence vraiment on est dans des remparts énormes. Limiter des villes entières à 30 km/h, je veux dire, traverser une ville avec 30 déjà, ne serait-ce que pour le stress de la personne, c'est-à-dire que si vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien au volant, ne serait-ce que pour pour tout, je veux dire, en plus si vous êtes à 30, vous avez l'impression de ne pas rouler, et donc du coup là vous êtes déconcentré, et là vous commencez à regarder votre portable, à fumer votre clope, à boire un coup, Ça à reste parler une à la idée personne, etc. marginale quand même. De quoi? Ça reste une idée marginale. Non, l'idée du 30 km/h, c'est de généraliser le 30 km/h Oui, dans bon. toutes les villes. Ça, c'est l'idée qui actuellement est entendue, qu'on est en train de proposer, qu'on est en train de commencer à mettre sur le devant de la scène. Voilà. Donc ça, c'est C'est l'idée que défendent certains groupes de défense, certaines oui, voilà, associations. j'ai associé l'idée du 30 km/h à ça. C'est-à-dire que voilà, il y a des associations qui ont des rapports c'est pas en non main plus et qui disent, généralisé. oui, mais vous voyez, si jamais on baisse la vitesse moyenne en ville, enfin la vitesse maximale autorisée en ville, ça créera moins d'accidents parce que forcément on tue moins les gens quand on roule moins vite. Oui, c'est vrai. Sauf que avant tout, il faudrait que les gens soient bien au volant. Bon, ça on peut rien faire. Hein. On peut pas même on a beau le marquer dans la loi, ça changera rien. Les gens s'ils sont pas concentrés, ils le sont pas. Mais je trouve qu'effectivement on est en train de créer quelque chose de répressif, de trop répressif peut-être sur ce coup-là. Sur le radar, le nouveau radar, et on en parlait. C'était la cet question après-midi. centrale. Oui, mais il sera certainement destiné principalement aux routes, hein, aux axes routiers et autoroutes. Autoroute. Hein. Voilà. C'est autoroute. Mais oui, autoroute.
Mais ce nouveau radar, bon, il a deux choses. Il a un penchant pervers, c'est vrai, puisqu'il a tendance à, voilà, on est camouflé dans nos voitures. Alors les policiers auront beau avoir leur casquette police et leur uniforme. Je veux dire, effectivement, on est dans du camouflage pour essayer vraiment de surprendre les automobilistes. Ce qui ne change pas beaucoup par rapport au radar qu'on a quand le policier se cache dans un buisson. Ce qui change en revanche du radar automatique qui est signalé par un énorme panneau et qui vous dit ralentissez, mettez le pied sur le frein. Ici, vous avez un radar. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est de voir qu'il y en a quand même qui se font piéger par ces radars. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est qu'ils sont vraiment pas attentifs parce que pour pas voir le gros panneau sur le côté de la route, faut vraiment pas être attentif. Hein. Mais bon, donc ça c'était le penchant. Maintenant. Sur l'autre aspect, c'est qu'ils ne sont pas hyper répressifs parce qu'ils ont cette marge technique de 10 km/h. Que voilà, bon. Donc ils sont pas méchants, ils sont pas. Bon. Ça reste des radars. Hein, oui, non, mais bien sûr. Mais Ils ont ça, plus mais ça veut dire tendance- on n'a pas à dépasser la vitesse. Maintenant, il y a la question de est-ce que la vitesse telle qu'elle est limitée, c'est ce que je disais par rapport aux 30 km/h, je trouve pas toujours légitime. La vitesse limitée à tel km/h, est-ce que c'est légitime? On a tous vu des portions de route limitées à 90 alors que ça pourrait être 110, c'est sûr. 130 des fois. Oui, oui. Mais voilà, donc là, je pense qu'il y a des Je te gros rappelle que enjeux tu es derrière. jeune conducteur. Oui, non, Non, mais non, ça mais va, on ça parle fait des 2 ans que limites- j'ai le permis. On parle des limites. 2 ans et demi. On va parler des limites théoriques si vous le voulez bien dans cette émission, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais quand effectivement on a des portions à 90, alors que bon, des fois ça le mérite pas, et des fois vous avez des virages à 110, alors que là ils auraient pu le mettre à moins. Je pense qu'il y a des gros enjeux derrière et que à mon avis on regarde pas suffisamment. Il n'y a pas de vraie commission derrière les routes, etc., qui se mettent en place pour vraiment se poser ces questions-là. Et je trouve ça dommage. Ton camarade de droite, de gauche, Maxime, a-t-il une réaction? Ouais. J'en suis sûr. Oui, plusieurs. Oui, j'aimerais bien rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Bah, libre à toi. En disant déjà que, bon, effectivement, donc déjà c'est, comme tu disais, les nouveaux radars, c'est à la fois plus évolué et plus répressif. Ça, je crois qu'à la rigueur, c'est même pas une vue de l'esprit, c'est une vrai, question voilà, que se c'est comme poser. ça. De toute façon, voilà, c'est plus évolué. Forcément, on développe la technologie, puis en même temps, ça a bien vocation, ça sert pour la répression routière, c'est pour punir les gens. Enfin, je veux dire, ça va produire de nouvelles amendes. Donc, mais enfin, ça sert un peu de marchepied pour parler plus en profondeur du sujet, de la sécurité routière, de la prévention routière de manière générale. Et c'est vrai que moi, en tant que conducteur aussi, je me sens franchement persécuté. Je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie où on utilise aussi beaucoup le sentimentalisme dont parlait Nicolas. Justement, voilà, il y a beaucoup d'associations, alors des gens plus qui ont connu des drames, on fait valoir justement ce genre de choses. Il y a qu'à voir aussi les publicités très traumatisantes aussi de la sécurité routière. On va jouer sur le sentimentalisme, à te montrer les images de quelqu'un qui a eu un accident, d'un enfant, enfin d'un truc, voilà, histoire de te faire un peu pleurer. Et ça fait mieux passer des lois derrière, des lois qui sont... moi, je veux dire, je pense qu'il faut un code de la route, que c'est important. Et de toute façon, il faut aussi qu'on assume nos responsabilités. À partir du moment où on passe son permis de conduire, on a une voiture, on sait qu'on est potentiellement dangereux, on roule à des vitesses... voilà, on est dans des bolides, enfin, c'est-à-dire que ça peut se transformer en arme. Donc il faut être aussi conscient de ça à ce moment-là, parce que si on pousse, à ce moment-là, autant plus prendre la bagnole. Si on veut réduire le nombre de morts, si on veut réduire le risque de nouvelles morts, bon, on peut pousser le truc très très loin. Sauf que là, on n'ira jamais jusque-là parce que ça pourrait nuire à la consommation d'automobiles. Donc on n'ira jamais jusque-là parce qu'il y a quand même moyen de faire de l'argent. Et à la vie en général. Hein ? À la vie en général, de se déplacer, c'est pas seulement. Oui, c'est Acheter devenu des maintenant, balles. la voiture, c'est devenu une nécessité. Mais je pense Ouais. que le gouvernement, je veux dire, la nécessité des gens, enfin, c'est pas vraiment la priorité. Je pense qu'effectivement, C'est c'est un moyen On y de... reviendra en fin d'émission sur cette histoire du mode de vie. C'est un moyen de gagner de l'argent. C'est effectivement, moi, je trouve qu'on est vraiment des vaches à lait. Ça serait intéressant d'avoir les chiffres, savoir combien ça rapporte tout ça. Parce qu'on a tous pris à un moment donné une amende ou quelque chose où on se dit putain quand même. Moi, même dans mon propre cas personnel, j'ai été flashé à 50, je roule à 58 au lieu de 50 sur une route en allant à Vincennes. À minuit et demi, il y avait personne et c'était une route sur 2 voies où voilà, c'était limité à 50, mais ça aurait pu être limité à 80, que ça comportait aucun danger. Et puis aussi, on est responsable, quoi. Je veux dire, on conduit, on est des individus censés être responsables. Je trouve que ça aide pas les gens d'ailleurs à se responsabiliser, puis ça les infantilise encore un peu plus, ça les rend plus dociles, ça les habitue à ah merde, je me suis fait choper. Enfin, genre faut que je me cache, faut que je fasse attention. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, Donc toi, très infantilisant. Plutôt que les gens se responsabilisent, ils veulent plutôt se cacher.
C'est ce que tu Je nous pense dis. qu'en fait, ça les infantilise ou c'est gare à vous, si on vous attrape, c'est un peu comme les parents avec des enfants ou un maître ou une maîtresse avec des élèves. Là, d'ailleurs, avec le nouveau radar où c'est caché, c'est-à-dire qu'on, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du piège. Tu vois, on veut te piéger. Et tu disais que c'était pervers, Nicolas. C'est vrai je trouve que là, il y a quelque chose de. Mais les règles sont édictées. Les règles sont édictées, c'est-à-dire. On sait à quelle vitesse on doit rouler. On sait qu'il y a Oui, une mais voiture qui il est... suffit d'abaisser la vitesse de 20 km/h de tous les tronçons de route. C'est-à-dire, il suffit de créer les conditions pour favoriser l'excès. C'est-à-dire, plus la règle est dure et plus c'est facile d'enfreindre la règle. Et puis Là, tu te c'est mets sur dans les autoroutes, donc c'est sur du 110, 130. Ouais, mais bon, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui travaille, qui a des délais à respecter, il y a de la circulation, il veut doubler quelqu'un, la personne roule à 105, pour la doubler, il va passer à 100, à 100, Donc 115, 120. Toi, t'es défenseur des excès de vitesse, si je te comprends bien. Comment ça En Non, je cas dis pas qu'il faut exceptionnel. faire des excès de vitesse. Ah, c'est ce que tu me dis. Non, Il y a je dis des pas qu'il faut faire des situations excès de vitesse, exceptionnelles mais qui les Mais permettent. je trouve qu'il y a, Les quelque autorise. chose je trouve qu'il y a de l'excès. Je trouve que c'est une répression qui est excessive. Et on est là dans le poids de la règle. C'est-à-dire que finalement, moi, comment je conçois la justice de manière générale, on est puni quand on a causé du tort à quelqu'un. Voilà, il y a réparation. Voilà, tu payes parce qu'il faut qu'il y ait réparation. Mais lorsque tu te causes de tort à personne, je vois pas pourquoi tu es sanctionné. Je veux dire par là que à un moment donné, en fait, parce que j'avais cet échange-là avec un flic où je dis je sais plus, il me disait que j'avais glissé le stop à un endroit où il y avait une super visibilité et tout. Enfin bon, bref, et donc je n'avais embêté personne, quoi. Et j'avais juste glissé, j'avais ralenti puis glissé sur le stop. D'ailleurs là, à l'entrée de Cité Descartes. Et à un moment donné, en fait, il me dit oui, mais le code de la route, c'est en fait, à un moment donné, on cause plus de tort à quelqu'un, mais on cause du tort au code de la route lui-même. C'est comme s'il fallait payer des réparations au code de la route lui-même. Et c'est ça le poids de la règle. C'est là où ça devient, il y a quelque chose d'un peu tyrannique là-dedans. Et ça, moi j'en ai marre de me faire emmerder parce que j'ai pas mes papiers sur moi, parce que, enfin, je veux dire, en quoi le fait de pas avoir un bout de papier, ça fait de toi quelqu'un de dangereux qu'il faut sanctionner. Personne n'est venu se plaindre. Tu vois, il y a quelque chose d'excessif là-dedans, quand dans le même temps, et là j'en viens sur aussi le côté hypocrisie dont je voulais parler, c'est que j'ai plus les chiffres en tête, mais en France, il y a beaucoup plus de suicides que de personnes tuées sur la route. Donc, si le gouvernement voulait réellement préserver la sécurité, blablabla, déjà commence à se demander pourquoi il y a un mal-être aussi fort en France. Et donc là, ça touche à des questions plutôt d'ordre social. Pourquoi il y a autant de licenciements. Et ça serait des sujets beaucoup plus intéressants à traiter. Mais là, il y a une impuissance politique. Et donc, on pallie ça avec on installe des radars. C'est beaucoup plus facile comme mesure à prendre. Tu rigoles, Nicolas, pourquoi? Non, parce qu'on en revient toujours à ce sujet n'est pas important, donc parlons des vrais sujets, de l'emploi, mais bon, ça n'empêche pas. Si on se pose la question du bien bien commun, j'ai pas dit que t'avais pas raison. la priorité, c'est les suicides. Enfin, Mais restons... par rapport aux morts sur la route. Je dis pas que Puisqu'on y est, c'est bien nous. les morts sur la route, Nous, on mais va que parler de en la termes route de quand même. priorité. Non, mais voilà, mais c'est pour dire qu'il y a c'est une C'est pas hypocrisie qu'il y de ait- vouloir non. systématiquement renforcer dans ce sens-là pas qu'il y a une priorité. quand le terrain social est abandonné. À partir du Voilà. moment où il y a un code de la route, il est normal qu'on l'entretienne et qu'on se dise ah bah tiens, est-ce qu'on met les vitesses à 110, 30, etc. Oui, j'ai dit, le Donc code voilà. de la route, c'est Donc, normal. il y a pas- C'est c'est la pas une question de répression qu'on en priorité. fait qui est excessive. Mais après, c'est vrai sur le côté répression, je sais pas si il y a pas que les radars, les nouveaux radars, il y a aussi ces fameux radars de tronçons qui avaient été mis en Ouais, route. je voulais parler de ça, ouais. Ça tombe bien. Alors, expliquons un peu ce que c'est. Bah en En fait, fait, t'es piégé, tu peux plus échapper là. Alors, mais- le bah radar non, de justement. tronçon. Voilà, alors en fait, le radar de tronçon, alors je sais pas, ils sont signalés ou pas Non, je crois pas qu'ils soient signalés. Je sais même pas si ça existe ou pas en fait. Si, il y en a qui sont à titre expérimentaux dans le sud, notamment, Ouais. j'en avais entendu parler. C'est-à-dire qu'on a un premier radar Il y en a qui est six. fixé. Pardon, Six. je précise. D'accord. Il y a un premier radar qui est placé à l'entrée d'un tronçon de route. Donc admettons au kilomètre 0, hein, voilà, et au kilomètre 2 plus loin, ou je sais pas, enfin au kilomètre 5 sur notre échelle, eh bien il y a un deuxième radar. Et si votre vitesse moyenne dépasse la vitesse maximale autorisée sur le tronçon, vous êtes flashé en fait. Enfin, vous recevez votre PV chez vous. Donc ce ne sont plus des radars instantanés où au moment où vous êtes flashé, enfin au moment où il y a le radar, vous êtes en dessous ou au-dessus de la limite, mais c'est sur le tronçon de route. Ça évite le coup de frein. Ça évite le fameux coup de frein dont on parle avec les gros panneaux qui Oui, mais te le disent coup bien de frein, tu attention peux le- ici coup et de en plus qui peuvent être éventuellement dangereux ces fameux coups de frein qu'on met. Et donc, Oui, mais du coup, c'est une bonne chose ou pas, Nicolas? Alors, À ton avis
Est-ce que c'est une bonne chose les radars de tronçon? Bah écoutez, mes camarades vont répondre et puis je vous donne ma réponse. Je vais après, juste, parce que ouais, j'ai du pas coup, réfléchi. c'est l'occasion pour moi aussi je voulais juste aussi parler, quand je parlais de l'hypocrisie, j'ai dit qu'il y avait des sujets plus importants. Et j'ai dit, si on veut aussi récupérer de l'argent, si l'objectif c'est, justement au côté vache à lait, si l'objectif c'est de récupérer de l'argent, il y a beaucoup d'évasion fiscale aussi en France. Alors j'ai plus les chiffres, mais c'est des milliards Les d'euros. solutions du docteur. Mais non, mais les entreprises, les plus grandes entreprises, je crois, elles payent que 8% d'impôts au final. Contrairement à 33% pour les PME. Bah voilà, si tu veux plus de justice, et bah va taper déjà là-dedans. Sauf que là, c'est des puissants, c'est difficile, donc on va taper sur les petites gens, comme disait Marc. Voilà. Et ça, c'est ça moi qui m'agace, et c'est pour ça que la répression routière, c'est un sujet qui me met un peu en colère, quoi. Marc, il n'a pas beaucoup Ouais, parlé. Je disais que c'était un peu con parce que des fois je regarde Turbo le dimanche, excusez-moi. Émission, voilà, sur, Non mais elle est bien, franchement elle est bien. sur les questions Elle est de vraiment, route, elle est vraiment très bien. automobile Mais en général. ce truc-là, c'est Après les c'est- conseils de cuisine, les conseils. Voilà. Et tu sais que ça passe juste après Petit Renault en plus. Alors, pour te dire, Qui fait les maîtres des de fois bonne le lessive. dimanche, je me fais des trucs avec mon daron, c'est un truc de ouf. Ces trucs de tronçon, c'est une aberration. Pourquoi? Parce que en fait, ils sont placés. Si on a l'œil, on peut les voir finalement. Je veux dire, c'est placé dans ce lampadaire, tu peux les voir. C'est-à-dire que c'est la vitesse moyenne. Ça veut dire qu'ils vont diviser, ils vont faire voir. Alors si tu Non, as mais la roulette, oui, c'est pervers. allez comme les hop, tu roules à, automatiques- comme les imagine automatiques. tu roules à 180, c'est limité à 100. Ce que je fais jamais, attention. Je fais jamais ça moi. Et bah il suffit juste de freiner, de rouler à 50 le long, t'es pas flashé. Alors tu disais ça va éviter le coup de frein qui est dangereux. Mais le mec qui a l'œil, il va voir ça, il va ah putain moi je roule à 50, allez hop, voilà. Si c'est limité à 100, il va pas s'amuser à limiter. Oui, d'ailleurs, il est hors la loi parce que. la Alors il vitesse- roule à 20 km/h, j'en ai Non, rien à il est faire. Si en- 20 km/h. Non, c'est 80 la minima sur les autoroutes. C'est combien qu'il faudrait qu'il roule alors? Eh ben, il roule à 100 puisque c'est autorisé à 100. Il roule à 100, il nous emmerde pas. Oui non mais c'est la vitesse moyenne. Oui, non, mais sur une route, une autoroute, la vitesse moyenne, la vitesse minimale est de Marquez les 80. maths. C'est bon. Et c'est Tu vrai. comprends? Oui, non, mais la vitesse minimale, oui, non, mais ça, c'est de la connerie. Il n'y a pas un radar qui va te flasher parce que tu roules à 60. Ah bah, Tu vois ce si que je c'est veux dire? pour ramener de l'argent, si. Mais non, mais Bah, ça. si. Alors, fais les tests, tu roules à 60 Non, sur mais la non, je vais 4 pas en faire le venant de chez test. toi, tu verras que tu te feras pas flasher. Parce que quand il y a des bouchons, Ouais, t'imagines, ouais. toi, ah, il est en dessous. Ouais, Alors là, Ou le hey, mec sur la bande fini. d'arrêt d'urgence, Eh là, le attention. pauvre mec qui a une panne, c'est qui ce truc, qui se fait flasher parce qu'il a 30 km/h. non, mais tu vois là, Allez, tu vois, monsieur, un peu de tu vois, sérieux. non, mais tu vois Non, mais je l'aberration. comprends, mais. Tu vois l'aberration. Donc, du selon truc. toi, c'est. C'est-à-dire que tu dis ça, enfin, toi t'as dit ouais, ça a évité les coups de frein. Quand tu vois le truc, hop, tu freines. Mais là, t'imagines, si tu roules à une Non. vitesse de ouf, ce que je fais jamais, je le précise encore. Attention, je précise que jamais. Marc, il a peur de se faire Bon, contrôler en sortant du attention, Marc, on a hein. bien compris que c'était toi le cas du 180-50. Je ne Nous fais sommes au jamais. 5 boulevard Descartes. Ah, retrouvez-le, vous avez sa photo. Là, Alors, Nico, t'es-tu fait un Non. avis sur la question? Oui, non, mais effectivement, est-ce que j'étais surpris de la question? Je m'y attendais pas. Non, mais c'est vrai que c'est une aberration autant que les autres radars, si on y va par là. De toute façon, Même le radar pédagogique? Alors, Qu'est-ce tu que c'est que me ce poses deux truc questions en une. Alors attends, pédagogique. on reprend. Le Je sais que radar, c'est infantilisant, quoi. le radar de tronçon, comme l'a dit Maxime, est évidemment, comme les autres radars, pour ramener de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne réfléchit pas Est-ce forcément qu'il est pas d'ailleurs. plus intelligent- termes- Il est pas plus intelligent finalement que Attends, le radar automatique. On ne réfléchit pas tellement finalement en termes de sécurité routière, mais plus en sécurité du budget de l'État. C'est-à-dire qu'on veut être sûr, c'est vrai, d'avoir suffisamment de rentrée d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on budgète le prix de combien va nous rapporter. On compte sur voilà, ces fonds-là. on compte quoi. bien dessus. On C'est-à-dire compte qu'on- dessus. Si et- ça arrive pas, on est dans la Et à merde. la mairie de Paris, c'est pareil. Actuellement, à la mairie de Paris, ils sont en train de jauger jusqu'à quel point on peut augmenter les amendes pour que les Parisiens continuent quand même de devoir payer des amendes en se garant mal. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous augmentez trop les prix, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont augmenté certainement Les pas gens jusqu'à vont bien se maintenant. garer. Si vous mettez, bah oui, les gens vont avoir peur, donc ils vont plus utiliser leur voiture, donc il y aura plus ces rentrées d'argent dans les caisses de la mairie de Paris. C'est la même chose avec les radars automatiques et tout ça. Faut Voilà. faire très attention. Je pense sincèrement qu'il y a une recherche quand même de se dire, bah oui, mais comment c'est pervers, on est bien d'accord. Mais si c'est le cas. pas. Mais voilà. Le Ah, mais pro- sur le les- problème- sur- attends, sur attends, les attends, radars. Sur les juste une radars, sur les précision. radars. Non mais attends, parce que s'ils voulaient vraiment lutter contre la mort des gens, est-ce que tu crois vraiment qu'ils feraient payer ces saloperies? Non mais franchement, mais vous croyez vraiment? Ouais, on veut pas qu'il y ait de mort. On veut pas qu'il y ait de mort. Moi, c'est juste ça qui Mais intéresse. pour ton Mais bien. non, on va te prendre 800 euros Alors, parce que t'as roulé à 180. C'est ce que. Je le c'est vois ce que- jamais. C'est une leçon Oui. peut-être, non? Ça peut pas servir Ah de oui. leçon? Alors voilà, Le le petit On va- garçon regarde, va. Non mais il vient de Ce dire qu'on petit garçon. budgète. Mais moi, Il vient je de dire demande. qu'on budgète. C'est Ça là veut où- dire que
ah, si on fait peut-être ça à 9 radars à la minute, attention, c'est bon. Non, bah non, c'est n'importe quoi, Hugo. Alors après- c'est pas la mort des conducteurs qui sont en train de viser ces têtes de cons. C'est Eh vrai. merde, voilà, bistrot. Voilà, Et ouais, voilà, c'est ça. bistrot. Voilà. Eh merde. Non mais c'est vrai que c'est là Merde. qu'on en arrive après à des questions qui touchent autour de l'amende. Et c'est un petit peu ce que disait Maxime, c'est-à-dire que on vient à payer pour des crimes qu'on n'a pas commis, enfin des crimes, c'est des mots forts, hein, Des mais- délits, du Sanction moins. sans Voilà. faute, quoi. Ça Enfin, va être un crime Et, contre et l'humanité. bien on est sur de la justice, Marc, s'il te alors plaît. sur de la justice où on punit un acte. Alors voilà, effectivement, on punit un acte par de l'argent. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je sais pas si on aura le temps, mais c'est aussi le côté on prend la. Bon alors voilà, on va lancer le débat. C'est là aussi où on prend la même somme à tout le monde. C'est-à-dire que le riche peut se permettre de payer une amende. Il n'y a rien à faire. C'est même son comptable qui fera un chèque, hop, et puis c'est renvoyé directement. C'est la bonne qui apportera le courrier au comptable qui lui-même fera le chèque et qui fera Ouais, signer. faudra pas faire Bref, que bref, Non, mais bref, voilà. bref. Et pour les autres, bon alors voilà, est-ce que ça veut dire que le petit, le gros a le droit de faire une infraction, le petit non, etc. Bon, toutes ces questions qui sont éternelles. Sur le radar pédagogique. Donc le radar pédagogique. Ça y est, on y est, Hugo. Bah, excuse-moi, tu m'as posé 2 questions en une, alors j'essaye de venir à la deuxième. Le radar pédagogique, donc qui se veut donc être un radar qui là vous annonce c'est ça, hein, qui vous annonce à combien de L'excès. kilomètres, voilà, l'excès Voilà. auquel vous êtes. Excessif. On en voit un, et c'est très très bien ça par contre. Il n'y a pas de sanction avec le radar, si. Non, non, Justement, c'est Alors pédagogique. généralement on voulait le doubler avec un deuxième radar derrière qui lui sanctionnait. C'est très pédagogique le machin. Alors, Mais non, mais bon, non, tu sais, la main gauche, Nicolas. la main droite, tu sais, la main qui caresse et Nico- puis l'autre qui frappe derrière. Nicolas, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu d'ailleurs ce que disait Maxime tout à l'heure. Pour lui, il faudrait qu'on fasse prendre conscience à l'automobiliste qu'il est en tort. Sans forcément qu'il y ait de répression. Et le radar pédagogique joue très bien ce rôle-là. Donc ça, évidemment, oui. Alors bon, c'est sûr que le radar, c'est comme votre écran que vous avez sous les yeux, hein. Il vous dit la même chose. Il vous dit, fais gaffe, t'es au-dessus, hein. Donc on est d'accord Ah que finalement, non, ça veut dire que t'es au-dessus. Ça veut dire que tu roules jamais à vitesse autorisée, Nicolas. Attention. Bah non, mais le qu'est-ce que tu me radar- racontes? Je Bref, suis Marc, désolé. Marc, s'il te plaît, un peu de sérieux. voilà, s'il te plaît, quand même. Non, mais t'as tort. Marc, Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est très bien parce que par rapport aux autres radars, ils permettent effectivement en clignotant de dire que vous êtes au-dessus. Et ça peut permettre au fameux conducteur étourdi qu'il est au-dessus. Qui c'est qui a pété sa bagnole déjà Alors, Franchement, j'ai roulé assez vite, Marc, j'ai c'est jamais écorché ma je- bagnole. je Je sais disais qu'il a pas ça. écorché 3 bagnoles. C'est n'importe quoi. Si, t'as quelque chose à me Marc, Bref, on s'en fout, bref. bref. Toujours est-il que. N'importe quoi. On est Mais parti si, la où, bagnole. là Marc, Pose Bon, pas. non, ce que je voulais dire, c'est que. Je sais même plus ce que je. Oui, non, je C'est vrai, parlais t'as de écorché l'étourdi ton bagnole dont. Mais n'importe quoi. messieurs, s'il vous plaît. Je parlais de l'étourdi dont parlait Marc tout à l'heure. Je te traite Ah. pas d'étourdi. Je disais l'étourdi dont nous parlait Marc tout à l'heure, qui effectivement ne regarde pas toujours le compteur, mais qui préfère regarder la route, ce qui est important aussi de regarder la route. Eh bien, en voyant la route, Sans il blague. voit ce panneau clignoter qui lui dit t'es au-dessus. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, effectivement, il suffit de regarder son compteur pour voir qu'on est au-dessus de la limite de vitesse. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, la vraie question, c'est est-ce que les limites de vitesse sont suffisantes? On sait toujours le même cas, mais bon, je suis désolé, c'est le cas le plus utilisé. On en parlait même de l'Allemagne avant d'en parler dans l'économie, on en parlait de la route. On sait que la route en Allemagne, il y a des autoroutes où les vitesses sont beaucoup moins limitées. D'ailleurs, il y en a Voilà. de moins en moins. Bah, de moins Ça en fait moins. en plus en Parce plus qu'ils se rare, rendent les tronçons- certainement les compte tronçons que mine maintenant. de rien, quand on limite pas, ben il y a malheureusement. C'est ça le problème aussi, Maxime. C'est que. je sais Bon, pas, je te cette prends toi à question, part, mais justement, tu venais, la question de la mortalité, je suis sûr que c'est ça que tu voulais évoquer. Plus on va vite, plus on a d'accidents mortels. voilà. Ouais. Est-ce que cette question n'est pas quand même primordiale? Ben oui, Parce que bien vous sûr. semblez l'éluder Bien sûr. assez Alors, rapidement. on n'est pas des spécialistes de la route, hein. Je voudrais pas. Maxime, une fois, m'avait reproché de m'exprimer sur un sujet que je connaissais pas, c'était les médias. On n'est pas des spécialistes de la route, donc on n'est pas capable, je pense, de dire ah bah oui, c'est sûr. Mais bon, je pense que c'est évident. Maintenant, il n'y a pas que le problème de la vitesse, il y a le problème de l'alcool au volant, de toutes ces choses-là. Et évidemment qu'il faut les contrôler. Et je pense que les forces de l'ordre qui sont là pour assurer un certain suivi sont là pour ça. Et notamment pour réprimer tout comportement qui porterait atteinte Et comment à on fait la liberté des autres. Alors comment on fait? On met des forces de l'ordre et puis on fait des contrôles inopinés comme ça existe. Maintenant, avec des radars mobiles? alors oui, mais je parlais aussi des contrôles, oui, des autres contrôles pour alcool, drogue et compagnie. Donc voilà, maintenant mais c'est très ponctuel, c'est-à-dire que vous pouvez être totalement bourré et conduire et arriver machin ou même causer un accident sans avoir été Maxime. contrôlé. Et au contraire, mais il est fou. Ouais, c'est de la Marc, s'il te délation. Marc, s'il te plaît, c'est voilà. Soyons sérieux. Et au contraire, être tout à fait normal et être contrôlé. Donc vous voyez, c'est vraiment du ponctuel.
c'est complètement ponctuel et finalement bon on voit que ça a du sens et dans un autre sens bon c'est vrai que c'est très ponctuel et que ça n'empêche pas les accidents. Maintenant c'est le fait que la répression existe, le fait que les policiers qui sont dans leur voiture à contrôler existent, que ça marche. Euh, Il y a un discours paradoxal que je vais lancer. Alors là, c'est même pas la peine d'essayer de me suivre, mais effectivement, tout le monde râle quand on voit fleurir ces fameux radars automatiques il y a quelques années. Quand on les a vus fleurir, tout de suite, on a dit oh ouais, mais on va remplacer les policiers par des boîtes automatiques. Oui, Sous Sarkozy d'ailleurs. Oui, alors en plus, Plus. deuxième défaut, mais voilà. Donc sous Sarkozy, on a mis des trucs automatiques, même plus besoin de policiers, donc même plus besoin d'emploi pour verbaliser les gens, c'était automatique. Et je rappelle que la machine n'est pas infaillible et que des erreurs, il y en a eu, mais des monumentales. Bon. Par contre, là où je serais favorable, c'est les fameuses voitures où il y a un contrôle automatique. C'est-à-dire qu'il y a une législation qui est en marche. Alors c'est très compliqué parce qu'effectivement, ça sous-entend qu'on ne bouge plus la législation. Une fois qu'il y a un taux qui est rentré dans les voitures, ça devient compliqué. Parce que rien ne prouve en plus que c'est toi qui Voilà. as soufflé dedans. Quoi. Ou alors faut le faire en passant chez le garagiste, donc c'est un truc en plus que tu dois payer, c'est le bordel. Bref, mais bon, dans un monde idéal où ce serait gratuit ou je ne sais quoi, il faudrait un détecteur automatique qui fasse que ta voiture peut s'allumer si tu es capable de conduire aux yeux de tout ce qu'on peut vérifier avant de démarrer. C'est le futur. Plus précision, moi ce qui me dérange aussi, c'est que ces règles-là sont même pas respectées par, je vais prendre un vocabulaire le contient, excuse-moi, par nos élites. Parce que j'avais vu c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, avec le fait que quand on a de l'argent ou du pouvoir, on peut facilement... Ou déjà d'une, parce que les gens peuvent faire sauter leur amende très facilement quand on a des relations, mais là je vais encore plus loin. C'est-à-dire que j'avais lu dans un article de l'Express que Manuel Valls forçait, quand il était en retard, son chauffeur à rouler à 180, pardon, autant pour moi. Le fameux 180 et de marque. C'est son chauffeur, mais arrête, c'est son chauffeur qui prend toutes les amendes. C'est quand même sacrément dégueulasse quand même. Enfin, je sais pas, vous trouvez pas ça... c'est lui le conducteur, hein, excuse-moi. C'est-à-dire que c'est Valls qui a dit, fais-le, après je te fais sauter l'amende. S'il est pas content, il dégage. N'importe quoi. Rappelons quand même qu'il y avait une étude, je crois, de Autoplus qui avait montré les différents excès, les différentes fautes techniques des différents candidats sur la route. Donc c'est pas une chose nouvelle et on peut consulter cette étude pour le vérifier. Donc, maintenant qu'on a parlé pas mal de répression, peut-être peut-on revenir à la base, à la formation. On sait que la mutation du permis est en route, notamment le permis moto qui Marc te tient à cœur. Si Marc tu es avec nous. Alors, avec toi, peut-être peux-tu nous tenir au courant de cette nouvelle réforme qui est en marche, qui est déjà mise en branle. Bon, alors là, on va sortir des bouquins d'histoire que je vous sers tout le temps. Je suis un fervent lecteur de grande littérature qui sort tous les jeudis en kiosque et Moto Journal. Voilà, c'est bon, je sens que je vais passer pour un beauf, ça y est, mais les critiques peuvent Chacun a ses casseroles. Chacun a ses casseroles, mais en tout cas, c'est vachement bien. Et donc, alors, le permis, avant, comment ça se passait, vous aviez, quand moi je l'ai passé, c'est-à-dire, je l'ai passé il y a 1 an et demi, je crois. Voilà, pour reciter. En fait, vous aviez donc une épreuve de plateau. Donc le plateau, vous le passiez normalement sur un parking. Enfin, moi, je l'ai passé au circuit Carole. Pour ceux qui le passent en Ile-de-France, vous allez au circuit Carole et à côté, vous avez un parking, enfin une espèce de zone où vous pouvez. Donc vous avez une épreuve où vous devez juste pousser la moto. Et entre des cônes, etc., et pas la faire tomber. Vous aviez des vérifications comme ce qu'on fait pour la voiture, et vous aviez un parcours lent, donc il fallait slalomer à la vitesse lente, et après un parcours rapide, donc chronométré, je crois que c'était chronométré, et un parcours particulier que tu devais tirer au sort, et en plus tu avais 100 fiches à apprendre. Un truc de folie, moi. Je devenais fou. Et après passer ça, t'avais toujours pas ton permis. Après, t'avais 2 semaines plus tard une épreuve sur route. C'était des fiches de quoi? Des fiches, en fait, c'était par exemple la moto sous la neige. Alors, tu dois apprendre qu'est-ce qu'il faut faire si tu tombes sous la neige. C'est pratique en ce moment. Oui, non, mais bon, là, c'était exemple. Par exemple, les types de motos, tu devais apprendre les types de motos qui existaient. Enfin, il y avait plein de points comme ça. Des fiches à apprendre par cœur. Des fiches à apprendre par cœur. Comme le code de la route. Quand ouais, voilà, pareil. Mais le code de la route, c'est une connerie. Parce que là, il faut connaître ces fiches par cœur. Parce que si tu tapes un C, tu peux tout réussir les épreuves de plateau. Si tu te plantes au fichier que tu as C, Bon, et la deuxième étape? Et alors la deuxième étape, c'est plus tard, quand vous aviez déjà le plateau, ce qui est le plus dur à passer en moto, faut être franc, et bien vous aviez l'épreuve de route, qui là était plus simple. C'est comme vous êtes devant la voiture avec la moto, puis derrière, la voiture avec une oreillette vous dit tourne à gauche, faites ci, prendre la direction de ça, etc. Donc là, ce permis, alors quand on avait entre 18 et en dessous de 21 ans, quand on le passait, c'est mon cas. Vous aviez pas le droit à avoir des gros. Vous étiez limité à des motos bridées à 34 chevaux. En règle générale, les roadsters les plus classiques, ceux que vous voyez le plus souvent dans la rue, ça fait
80 chevaux en règle générale. Donc là, vous aviez une bride à faire monter et du coup, vous étiez limité jusqu'à la date, soit après 2 ans de permis, vous pouviez rouler en permis, les gros cubes, etc. Ceux par contre qui avaient déjà 21 ans, eux, ils passaient le permis. Là, pour le coup, c'est une aberration. C'est-à-dire qu'ils pouvaient ne jamais avoir fait de moto avant, passer le permis, ils pouvaient avoir des gros cubes tout de suite. C'est-à-dire les 1000 cm3, les gros trucs qui vont à des vitesses faramineuses. Donc là, ça a changé. Maintenant, alors les épreuves, il va y avoir beaucoup moins de fiches, il va y avoir beaucoup moins de théorie, ce qui est pas mal d'ailleurs. Mais ça va être 10 fois plus compliqué puisqu'il va y avoir d'autres épreuves de plateau. C'est-à-dire qu'il ne va plus y en avoir que 3. Il va y avoir 2 parcours lents, ça va être Je crois qu'ils voulaient enlever les parcours rapides, non? Ils voulaient en enlever, mais ils vont les laisser. En fait, maintenant, ça va être carrément, c'est même plus l'homme qui va devoir biper avec son chronomètre. Moi, c'était comme ça que si c'est terrible. Si t'es en dessous de la vitesse, tu dois faire entre 19 et 22 secondes le plateau. Et si tu es en dessous, t'es éliminé. Si t'es au-dessus, t'es éliminé. Il faut vraiment être dedans. Et du coup, maintenant, ça va être un radar qui va contrôler l'arrivée. Dès que tu passes le truc, tu contrôles. Un radar de tronçon, quoi. Et voilà, limite, c'est ça. Et quand vous revenez, enfin en gros vous faites un salon, mais quand vous revenez, vous devez faire un évitement ou quelque chose d'autre. Et ils vont contrôler que la vitesse ne ralentit pas. Parce que t'as pas le droit de ralentir quand tu reviens avant l'évitement, sinon t'es éliminé. Maintenant ça va être, c'est un truc de fou. Je souhaite bonne chance à ceux et celles qui veulent faire de la moto, parce que ça va être dur. Et maintenant par contre, Ils vont être de moins en moins à mon avis. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les motos, alors on peut conduire dès qu'on a le permis. Ah oui, attends, précision. Quand on le passe maintenant c'est 24 ans la date avant, donc de 18 à 24 ans, si vous le passez, vous pouvez pas conduire de gros cubes, vous êtes limité à 47 chevaux. Plus 34, on augmente, on met 47 chevaux. À savoir que si la moto est à 47 chevaux, vous pouvez pas avoir une moto qui fait 100 chevaux. C'est-à-dire que le bridage de 47 doit être... si la moto fait 94 chevaux, que vous limitez... Non, pardon. En gros... Vous pouvez pas avoir une moto qui est plus puissante au double de la valeur bridée. Donc c'est-à-dire que ça ne peut pas faire plus de 47 chevaux, je crois. Donc pas plus de 93 chevaux non bridés, sinon c'est plus possible. Donc parce qu'avant il y en avait, ils débridaient des trucs qui faisaient, même si la législation française nous oblige à rouler avec que des 100 chevaux, c'est toujours bridé les motos françaises. Ce que l'Europe va faire péter d'ailleurs. Je suis assez content parce que c'est de la saloperie. Et maintenant du coup la date butoir pour ne plus être en probatoire. Donc soit tu passes à 18 ans ou avant 24 ans, et dès que tu as 24 ans, tu passes un stage, c'est encore du fric, 700 €, tu dois repayer pour refaire un stage, c'est pas un permis, tu dois repayer pour être sûr que tu as le niveau. Voilà, en fait, c'est pas une épreuve, c'est juste un stage théorique, tu fais un peu de route, mais tu as forcément le papier. Ou sinon, il faut attendre 24 ans avant de pouvoir conduire direct. Si tu veux avoir directement le gros cube et pas être en probatoire, tu passes à 24 ans et tu pourras avoir toutes les motos que tu veux. Mais là aussi, c'est une connerie, parce que si le mec a jamais fait de moto qui se retrouve avec des 1000 cm3, moi j'ai un pote qui est mort comme ça, il avait 21 ans quand le permis n'était pas encore changé en janvier 2013, bah il a fait le con avec une 750, il s'est dit tiens je suis tombé, c'est pas grave, j'en reprends une, et il s'est tué sur l'autoroute, bon il roulait à 200 avec une 1000 cm3. Oui. Alors forcément sa tête n'a pas apprécié le bas côté malheureusement, et voilà, paix à son âme. Mais voilà, on est encore, Marc a beaucoup parlé du probatoire, là aussi on a une absurdité, le côté probatoire. D'ailleurs c'est la petite différence avec la voiture, c'est que finalement la voiture c'est à n'importe quel âge que vous avez le probatoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est en train de cliver les jeunes conducteurs, mais jeunes dans le sens âge, avec les jeunes conducteurs et les conducteurs soi-disant expérimentés. Moi je voulais revenir sur le côté probatoire. C'est vrai que des fois c'est embêtant cette histoire de probatoire. La période est vachement longue, 3 ans. En route, en voiture, pardon, ou 2 ans. 2 ans encore, ça va, mais 3 ans, c'est long, par exemple. N'est-ce pas dû au fait surtout alors, c'est des questions de réflexe. On a encore sorti des beaux chiffres et on a dit voilà comment ça va se passer. Surtout que les jeunes, ce sont les jeunes qui sont le plus concernés par les accidents. Oui, c'est pas la raison particulière. Mais attention, mais des jeunes âges ou des jeunes conducteurs? Non, des jeunes en âge. Oui, des moins de 25 ans. Parce qu'il y a aussi des jeunes conducteurs de 60 ans, des jeunes conducteurs donc de 60 ans qui se font leurs 3 années voilà, bon, qui parfois ont conduit dans leur jeunesse parce qu'à l'époque on pouvait, et voilà. Et puis il y a aussi la question du prix du permis que tu viens de soulever. Le prix du permis, le prix des stages, Alors quand on a besoin de faire un stage parce qu'on a été répréhendé, parce qu'on était à une vitesse excessive, etc., et qu'on a perdu son permis, ok. Mais quand là, c'est une sanction. Mais oui, voilà, une sanction, tout à fait. Et d'ailleurs c'est une sanction juste puisqu'on paye le prix. Voilà, on paye pas. Reste à savoir pourquoi est-ce qu'on a perdu les points aussi. Oui, non, mais bien sûr. Mais voilà, le prix de tout ce qui est
auto-école permis, c'est énorme, c'est un truc de fou. Donc voilà, et voilà, donc j'espère que tout cela changera dans le futur. Ah oui, c'est vrai que Mais avec ce fameux permis c'est à vrai que puce, c'est là, super. ça va encore coûter cher, puisque l'Europe Ouais. nous oblige Ah oui. un permis à puce qui sera renouvelé tous les 15 ans. Alors ça, c'est peut-être une bonne chose finalement, parce Oui, que qu'il y avait des fraudes. voilà, et puis ce sera plus ce vieux bout de papier, ce sera... Ah, moi j'aime bien. on aura peut-être un truc mis à jour, parce que tous les 15 ans, c'est un peu comme la carte d'identité. Enfin, on Je sera pense que peut-être la plus puce, ça mis va à se jour au retourner, niveau de l'endroit où on est. Oui, bien sûr, on va Ça trouver va, des ça va moyens. être un mais- motif aussi pour mieux contrôler et Ah, donc pour ça- mieux te choper au moment où. Marc, moi, c'est ce que tu je pense. parlais Oui. de nouveaux bridages, Et, notamment. et excusez-moi, Ouais, j'ai oui. juste oublié un truc, c'est aussi le temps d'attente pour passer son permis et pendant lequel on vous donne encore des heures de conduite et où on vous fait croire que vous n'êtes pas prêt parce qu'il faut bien sûr vous faire patienter le temps qu'on vous trouve une date. Oui, ça c'est vrai que c'est n'importe quoi. Tu parlais de bridage des Oui. motos. Est-ce que c'est pas nécessaire finalement? Pourquoi on a rehaussé le bridage Bah, parce aujourd'hui? que le problème Ça c'est sert que vraiment chaque d'aller jeu- si vite Non, avec, c'est pas ça, avec il faut- un bridage à 34 ou 47? À C'est-à-dire quelle que, vitesse peut-on aller finalement? Quand tu prends une moto classique, hein, tu roules avec ces bridages, tu roules à 110, 120 grand À maximum. 34 À 34 et à chevaux. 47, 47, tu vas atteindre les 130, 140 grand maximum. c'est Mais- suffisant, non? Non, c'est suffisant. En fait, Pour faire de la route, En finalement. fait, ce qui est dérangeant, c'est que moi, je le dis souvent, même pour une voiture, je dis qu'avoir une voiture qui avance pas, c'est chiant parce que je pense que quand tu as toujours un peu de puissance, ça peut te sortir de situation. Quand tu veux dépasser d'un seul coup et que tu dois faire un truc vite, ça peut te sortir de situation. Et le problème, en fait, des bridages de la moto, c'est que quand tu brides une moto, je vais pas faire de cours de mécanique, je suis pas expert en la question, mais j'avais déjà discuté ça avec mon père qui lui est mécano. Ça bousille les motos parce que, en gros, si vous voulez, pour aller vite, en gros, vous mettez des trucs qui font que l'arrivée d'essence, elle est beaucoup plus petite. C'est comme si vous passiez des tuyaux comme ça à des tout petits tuyaux. Et du coup, évidemment, il y a moins d'essence qui crame. Voilà, pas pour un 4 cylindres. Ou même pour d'autres, mais je veux dire, voilà, je crois que enfin bref, lors de la compression, quand le piston remonte et que ça éclate, bah, il y en a moins, donc forcément ça va moins vite. Le problème, c'est que on va à une vitesse suffisante, mais quand on est à fond. Donc du coup, ça pose des questions de la consommation, parce que c'est-à-dire que faut être à fond totalement pour rouler à 140 ou alors 130, voilà. Ça, le problème, c'est qu'on n'a plus d'accélération vive, c'est-à-dire qu'on peut plus, ça c'est fini, on peut pas. C'est-à-dire que c'est tout lent et ça peut être très dangereux en moto, je pense. Et puis voilà, le problème aussi, le problème principal, c'est que tous les jeunes, et j'en fais partie, on veut pas commencer avec des motos, des 250, des petits trucs. On veut tout de suite des gros trucs, ce qui fait que quand vous bridez une moto qui est censée aller à 90 chevaux et que vous la réduisez à 47 chevaux, bah, une moto de 90 chevaux, ça fait beaucoup plus de poids qu'une moto qui fait 125 cm3. C'est-à-dire que l'armature est faite d'une grosse moto, donc la puissance va avec le poids de la moto. Mais tu vois, vous En voyez fait, le c'est une truc. faute des conducteurs finalement. Pourquoi prennent-ils des motos si grosses? Ah bah ça, de toute façon, c'est les constructeurs. Regarde, les principaux constructeurs sont les japonais. Les limitations là-bas sont pas hyper restrictives. Harley, il y a aussi Harley, il y a aussi Ducati, trucs comme ça. C'est-à-dire que maintenant, Mais il y a des modèles qui sont disponibles beaucoup plus petits, beaucoup plus beaucoup plus adaptés petit, mais je veux au dire, bridage. pour tous les jeunes qui passent leur moto, t'as envie d'avoir un truc qu'envoie, quoi. C'est, Et puis, enfin, Il y a de la publicité aussi. Enfin, Oui. On fait pas la promotion quand tu regardes la télé, tu fais pas la promotion de motos qui se traînent quoi. Enfin, Voilà. il y a une bon, image sans aller de- sur les sportifs, qui là, c'est vrai que faut aller sur les circuits pour Parce que pour moi j'ai faire ça. l'impression quand même Mais, que le motard cherche avant tout la vitesse. Oui, c'est pas tous, ça dépend. Regarde, tous ceux qui par exemple, ils sont rares, mais tous ceux qui roulent en Harley, généralement ils roulent comme des pépères et ils roulent pas très Mais vite. c'est C'est pas pas très- vraiment les jeunes. Non, c'est vrai. Moi, je pense Mais que ce qui est les motards, intéressant, ils sont c'est plus aussi. responsables. Leur vie, elle est beaucoup plus. Mais tu vois, en par jeu. exemple, En général, ils sont. Les Là, motards là, sont juste- pas responsables quand on voit Ah, comment non, ils moi, non, je- attends, enfin, moi, Moi, je dirais Alors, juste, je pas termine, tous en même je termine temps. deux choses. Marc, Donc, Puis après, Nicolas. cette question de bridage, voilà, voilà, ça cause la question aussi. Je suis d'accord avec toi de la question des constructeurs. C'est-à-dire que nous, on a quand même imposé une loi française qui nous oblige. Il y a des motos qui sortent. Regarde, par exemple, les nouvelles BMW, c'est la plus rapide en ce moment. Elle fait 200 chevaux. Ça va à 350 et 400 quand elle est débridée. Donc tu vois le machin. en France, c'est pas possible. En France, c'est 100 chevaux. C'est limité à 100 chevaux, ce qui permet quand même d'aller facilement sur les circuits, des motos de circuit qui permet facilement d'aller à 250, 300 Sur pratiquement. la route aussi finalement. Sur la route aussi. Donc au final, ouais, de toute façon les motos, c'est voilà, la même vitesse sur la c'est des route. bombes. Hein, franchement, toutes les motos, ça ira toujours plus vite qu'une voiture. Mais moi, la question fondamentale que je me pose, c'est et j'ai oublié. Parce qu'en fait, Maxime, tu voulais dire quoi déjà? Elle Parce n'est que pas si fondamentale que ça. J'ai parlé de la pub, la promotion qu'on faisait, et j'ai dit aussi que ouais. Ils étaient c'est mon responsables. sentiment, voilà, c'est que voilà, c'est ça, responsable. voilà étant exactement. donné qu'ils c'est ça. risquent, ils sont Voilà. à découvert, donc Moi, ils je trouve risquent que le plusieurs code de vies. la route n'est pas adapté pour les motos. C'est pas parce que je fais de la moto, je fais pas partie d'un syndicat motard, rien du tout, tout ça. Je te dis juste que moi, je trouve qu'il est mal fait. Monétariste. Voilà, non, c'est pas du communautarisme, c'est vraiment
je suis pas un gros, je sors pas tout le temps quand il fait froid, je la prends pas parce que je me caille. Tu vois, je suis pas vraiment pas des gros puristes qui la prennent tout le temps, mais je trouve que c'est mal fait. Par exemple, quand tu roules derrière un camion et que t'es pourtant à la vitesse autorisée, moi ça m'est arrivé, donc je prends mon cas. Tu te manges toutes les projections alors qu'il pleut, tu vois absolument rien. Eh bien, t'as une ligne blanche qui t'interdit de dépasser, mais c'est une grande ligne droite, c'est-à-dire qu'avec une voiture, avec la puissance d'une voiture, t'as pas le temps généralement de dépasser. Mais avec une moto, en 2 secondes, tu la dépasses. Et moi, du coup, j'ai pris le risque, enfin, j'ai dépassé la ligne blanche, mais tous les motards peuvent le faire. C'est-à-dire qu'on a tellement une puissance développée que, enfin, ça dépend les voitures, ça dépend les motos, que on peut se permettre de faire des choses que les automobilistes ne peuvent pas. Non mais moi. Rappelons que t'es bridé. Rappelons que voilà, bref, rappelons que, enfin, oui, enfin, j'ai bidouillé, mais bon, bref, ça aussi c'est mal fait le bridage par exemple, parce que le bridage des motos, c'est-à-dire que c'est toute la question du probatoire, c'est-à-dire que les personnes qui sont en voiture en probatoire doivent rouler à 110 autoroute. Il n'y a aucun radar qui va faire gaffe si tu es en A ou pas en mobile, en fixe. Donc c'est la connerie. La question des motos, c'est pareil. C'est-à-dire que personne va vérifier. C'est impossible de vérifier si ta moto est bridée. C'est plutôt pour faire savoir aux autres automobilistes pourquoi tu roules si lentement. Oui, non, je comprends. Oui, d'accord, mais je veux dire, il n'y a aucune mesure qui permet de respecter ces règles. Et pour la moto, c'est pas ce qui est terrible pour la moto. Enfin, ça nous arrange bien. D'ailleurs, hein. on rappelle que Faut le être A est franc. obligatoire en moto, normalement en probatoire, je crois. hein. Oui, c'est pour ça que j'en ai pas. Alors, on Non, mais rappelle juste quand même parce que que- Marc cherche vraiment aujourd'hui à se faire arrêter pour tous les délits possibles, à la fois sur moto et auto. Non, Il a tout voiture, déclaré. je fais rien. Il Voiture, a je fais tout rien. déclaré aujourd'hui. Voiture, je fais rien. Donc, C'est plus en moto. Non, mais sinon, je vais au circuit, sinon, c'est mieux. Mais non, juste pour Juste pour terminer, terminer, la question du bridage moto, c'est encore une aberration parce qu'on l'a augmenté, mais il vous suffit de faire un papier. on va pas quand même donner les mauvaises non, astuces. non, mais je veux dire, c'est pour remarquer que cette question du bridage, c'est n'importe quoi. En fait, ce qui fait que ta moto, officiellement, sur les papiers administrativement, est bridée, c'est un simple petit. En fait, toutes les motos qui sont pas bridées, il y a marqué MTT2 sur les cartes grises. C'est-à-dire qu'il y a marqué. Il suffit d'aller chez un concessionnaire qui t'approuve que tu vas faire brider ta moto. Il t'approuve par un papier qu'il a bridé. Tu vas à la préfecture et c'est marqué, vous avez vu, j'ai bridé, vous me mettez en MTT1, c'est bon. Tu vas chez un autre concessionnaire plus tard alors que tu as fait du MTT, t'es encore en MTT1 sur ta carte grise, tu dis bah écoutez, moi je suis plus en probatoire, débridez là. Ta carte grise elle reste en MTT1 et ta moto peut être même débridée alors qu'elle doit être débridée à 47 chevaux, bah elle peut être débridée à 130 chevaux dans le cas des nouvelles BMW ou du Ducati. Donc Non, c'est encore très mal fait. ne prenez pas en compte cette indication. hein. Non mais petite astuce, facile à Pour débrider. votre santé peut-être, hein. Pour votre vie ça peut être Mhm. un bon conseil. Nicolas, tu voulais réagir? Les motards, Ah est-ce qu'ils bon sont dangereux? T'as dit Oui, oui, il y en a des dangereux, bien Voilà, sûr, mais c'est c'est ça. comme des automobilistes Bien sûr. dangereux, comme des piétons dangereux, des cyclos dangereux, Dangereux etc., pour bien eux sûr. sûrement aussi, non? Dangereux pour eux parce qu'effectivement sur la route il ne faut pas oublier quelque chose malgré tout ce qu'on pourrait dire dans le code de la route, c'est que oui vous êtes maître de votre véhicule certes, mais vous ne pouvez pas prévoir le comportement des autres non plus, qui sont eux-mêmes responsables de leur véhicule, mais qui malheureusement peuvent avoir la fameuse minute d'inattention dont parlait Marc ouais. tout à l'heure. Et voilà, et quand vous voyez surgir un mec au dernier moment qui lui se croit parce que hop, et bien vous, il sait pas quelle réaction vous allez avoir. Et vous avez avoir une petite voiturette, puisque finalement la voiture, donc comme le disait Marc, n'a pas assez de puissance par rapport à la moto, ça vous permet quand même de faire des conneries. Et c'est vous qui êtes responsable du motard que vous avez foutu par C'est terre vrai, je suis en d'accord l'air. avec Nico Et là-dessus. donc hein. là-dessus, effectivement, faut le relever. Et c'est peut-être aussi pour ça que la réglementation en faveur en défaveur du coup des motards est ainsi. Et c'est Mais vrai moi, que, je voilà. sais pas Juste rapidement, juste- Marc. Oui, rapidement. Est-ce que vous trouvez tous que quand vous passez le permis de voiture, vous êtes confronté vraiment parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que toutes les personnes qui font pas de moto disent qu'on fait des erreurs. C'est sûr qu'on en fait souvent, on est en moto, ça nous arrive. Mais moi, je trouve qu'on n'est pas très bien formé à rouler avec les motos. C'est-à-dire que beaucoup d'automobilistes qui font beaucoup de routes, par exemple, quand vous êtes sur la voie de gauche sur l'autoroute, vont se coller et mettre leur clignotant à gauche pour dire vous pouvez passer sur mon côté, je vous ai vu. Ça, c'est des trucs qui nous, quand on fait de la moto, nous rassurent. On se dit bon, c'est bon, il nous a vu, il va pas nous déboîter. Il y a des gens qui, avec la route, le savent. Mais moi, à l'auto-école, avant de faire de la moto, vraiment et de passer le permis, j'avais pas ces réflexes en faisant de la moto. Moi, j'ai pas les codes. Tu vois, Moi, mes je trouve codes, que ça c'est- serait bien à l'auto-école de faire des trucs pratiques comme ça. Apprendre à conduire avec un motard ou que le motard apprenne à conduire avec l'automobiliste. Le truc, c'est qu'à l'auto-école, on t'apprend ce qu'il y a finalement dans les livres du Ouais. code de la route et que ça, c'est pas dans le code de la route. Et donc, Voilà. on te Et l'apprend pas. À part faire bien ses contrôles. Ça serait. Oui. Bien sûr, les Et même contrôles. des fois, Mais le on te problème, dit pas c'est de que c'est pas prévenir que les ça. autres que... C'est que les gens, par exemple, regarde, par exemple, tu prends un stop, imagine, bon, une voiture est arrêtée à un stop à 90 degrés d'une grande route. Le motard va passer, il peut rouler plus vite, c'est vrai, c'est pas sérieux, mais ça arrive.
je sais pas si ça vous le fait, mais moi au départ quand je savais pas le permis, ça me le faisait. Je me rendais pas compte comment il arrivait vite. C'est-à-dire qu'on perçoit beaucoup moins une moto qui arrive vite qu'une voiture qui arrive vite. On n'a pas vraiment les bons repères quand on fait de la voiture. Et ça aussi c'est un autre problème. C'est-à-dire que le rapport, et c'est pour ça que je trouve que le code de la route est mal fait pour les motards, parce qu'il y a des trucs qu'on peut se permettre qui peuvent nous sortir de gros dangers et qu'on n'a pas le droit de faire si les flics sont là. Ils nous disent bah non, vous avez fait ça, vous avez vu, c'est pas bien. Donc ça me dérange un peu quand on voit dans Paris tous les gens qui quand tu vas dans Paris, tu peux passer sur la gauche, bah, tu mords un peu la ligne blanche pour pouvoir remonter la file. Bah, si t'as des flics chiants et cons qui font pas de la moto, ils vont t'emmerder. Tu vois, alors que t'as gêné personne, comme disait Maxime, ça dérange en personne. Et je veux dire, la moto, contrairement à la voiture, si tu te plantes et que tu fais le con, si tu rentres dans une voiture, ça va rien faire à la voiture. Toi, tu vas mourir, mais la voiture elle va rien avoir. C'est-à-dire qu'il y a plus de responsabilité à avoir du côté des motards, mais les motards, on peut plus les laisser en liberté. C'est-à-dire que c'est leur vie. Vous voulez pas ? Ok, d'accord, c'est tout. Ça peut quand même amener des accidents, notamment déstabiliser les automobilistes. Ça me fait marrer que tu aies parlé de règles dans Paris, parce que pour moi, il n'y a pas de règles dans Paris. Alors, messieurs, non, tu vas... avant de lancer un débat qui ne pourra jamais se terminer, petit mot de fin pour clore ce débat. Ah bah on est tranquille cette semaine, en tout cas il risquait pas d'y avoir beaucoup d'excès de vitesse dans le nord de la France. Ouais. Avec la neige, on en Même parlera dans peut-être le la dos. semaine prochaine, mais Alors, on n'a effectivement, pas eu là, on l'occasion était- de parler vraiment du taux C'était automobile. paniqué, hein, là. Justement, c'est d'autres Ouais. problèmes qui se posent. Maxime, peut-être un mot pour... Pas vraiment. Bah, je sais pas, bah, là, tout ce qui s'est dit sur la moto, sur savoir comment faire en sorte d'arranger tout le monde, voiture, moto, tout ça, j'ai pas trop d'avis. Je trouve que Ouais, mais de enfin, manière c'est générale, pas ce qui me. Sur ce débat en général, peut-être un mot de conclusion. Bah, je dirais que peut-être, oui, c'est aussi une piste de réflexion, savoir ce que c'est qu'un régime oppressif, quoi. Puisque on a souvent tendance à désigner l'autre comme régime oppresseur. On a vite fait de trouver des dictatures un peu partout et c'est vrai que dans certains pays, on va enfermer des dissidents politiques, des gens qui... des politiques dissidentes, ce genre de choses, c'est vrai. Mais là, en termes de population, regardez combien de personnes ça touche. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de parler de tyrannie, là, pour la sécurité routière, quand vous êtes pris dans une infraction... vous réfléchissez vraiment à votre responsabilité. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quelle est ma culpabilité là-dedans ? Et d'ailleurs, quels sont vos moyens de contestation aussi ? C'est aussi ça, Ah oui, le on en a côté pas parlé, dictature, mais c'est alors, quels sont vos moyens de contestation lorsque vous recevez une amende dans votre boîte aux lettres, que vous dites ouais non franchement là c'est dégueulasse. Moi je dis ça parce que c'est vraiment un truc qui m'est arrivé. J'ai eu une prune parce qu'on m'a dit que j'avais ma plaque qui était illisible. Parce que j'ai juste une lettre qui est tombée, mais moi d'ailleurs j'avais contesté tout de suite, j'avais dit non elle est lisible. Et peu de temps après je me suis fait flasher, ce fameux flash là à 58 au lieu de 50. Donc je dis alors je me prends une prune d'abord parce que ma plaque est illisible, mais elle est quand même suffisamment lisible pour que le flash la détecte. Donc c'est que ma plaque est lisible. On est la preuve. Donc comment je fais pour contester ? Et en fait je fais découvrir, je reçois des lettres de tribunal de police. Enfin je reçois des trucs chez moi. En plus des fois je reçois chez mes parents parce que au niveau des adresses ça n'a pas toujours été. Donc ma mère elle arrive, Maxime Lecomte, tribunal de police, et qu'est-ce qui t'arrive quoi ? Je dis, ouais, bah, ma plaque est pas lisible, voilà. C'est ça, donc il y a quelque chose de vraiment vraiment excessif, et puis t'as aucun moyen, c'est-à-dire que c'est une machine qui est contre toi. Quels sont tes interlocuteurs ? T'as toujours le nom de quelqu'un sur le courrier, mais bon, je veux dire, cette personne, t'as aucun espoir de l'avoir. C'est ça que la machine en soi, le radar automatique, passe, mais c'est effectivement toute la machine automatique oui, qui est derrière. et puis gare à toi si tu Rapidement, contestes. Maxime. Moi on m'a dit vous pouvez contester tout de suite le jour même de l'arrestation. C'est ce que j'ai fait. Mais on m'a dit non, votre contestation n'est pas recevable, et maintenant l'amende a augmenté quoi. C'est-à-dire, en gros t'es sanctionné parce que t'as essayé de négocier avec nous, hein, t'as essayé de nous la faire à l'envers, bah tiens mange-la celle-là. Tu vois, il y a quelque chose de vraiment de super agressif, de super Il répressif. n'y a qu'à voir les gens qui se sont fait avoir parce que c'était pas leur plaque quoi. Ouais, voilà, Et plus ils ça. montrent Et que moi, c'est pas leur voiture qui a les plaques, mais bon, tant pis, c'est Voilà, t'as Pas de pas bol. d'interlocuteur, Tu t'es payes. isolé, et je trouve que là il y a un abus de. abus. Voilà, il C'est ça. y a un abus, j'allais dire, de pouvoir, mais Oui, c'est ça. voilà, on est des êtres isolés, pas grand monde finalement pour nous défendre, et en plus on fait ça au nom de notre sécurité. Là, moi c'est pour Ça en est terminer, trop c'est pour ça toi. qui me voilà. Ouais, C'était la question justement, trop c'est trop, bah, Voilà. pour toi c'est Ah, affirmatif. voilà, c'est- Ouais, c'est clair. C'est honteux. Désabusé vous êtes, enfin. Nicolas, il arrive quand même à être scandalisé. Là. On a Merci, réussi à le- merci. Ah non, depuis. Merci messieurs pour cet excellent débat. Merci Marc pour ta chronique et ta participation également au débat. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, tous les podcasts sont disponibles
via le site radio-recc.fr. Et puis, n'hésitez pas à nous interroger, Marc notamment sur sa chronique, sur les réseaux sociaux. On rappelle Facebook, politiquement incorrect, et sur Twitter, simplement incorrect. Merci à tous et excellente soirée.